Après mon accouchement, j'ai trouvé mon mari et sa maîtresse dans notre lit. Ma belle-mère, pas de fils, pas le droit de parler. Je suis rentré de la maternité pour trouver mon mari, Théo, et sa maîtresse, Valérie, enlacés dans mon lit, tandis que ma belle-mère, Marguerite, se moquait de moi. Avoir une fille ne te donne aucun droit de parler, disait-elle. J'ai décroché le téléphone, préparé les papiers du divorce et repris le manoir des Hantons ainsi que la voiture de luxe. Après avoir franchi la frontière de la vie et de la mort sur la table d'opération pour lui donner un enfant, ce que j'ai reçu n'était pas de l'attention, mais un coup de couteau en plein cœur, dans ma propre chambre conjugale. Il pensait que j'étais juste une femme au foyer sans le sou, un échec pour avoir eu une fille et qui avait perdu toute valeur. Ils n'avaient aucune idée que le toit au-dessus de leur tête, la voiture qu'ils conduisaient et la nourriture qu'ils mangeaient étaient tous payés par moi. Et quand j'ai décidé de retirer mes mains, le prix qu'ils devaient payer n'était pas seulement un retour à la case départ. C'était une chute libre directe vers le fond de l'enfer. Je tenais la petite Liliane dans mes bras, marchant lentement, d'un pas lourd, hors du taxi jaune garé devant le portail de notre manoir blanc, situé dans une communauté résidentielle haut de gamme des Hantons. Mon incision de césarienne, vieille de 5 jours, saignait encore, chaque pas tirant une douleur aiguë de mon bas-ventre directement à ma poitrine. La chaleur torride de New York en plein été était écrasante, mais tout mon corps était glacé d'épuisement. Je n'étais pas censé sortir aujourd'hui. Le médecin m'avait dit de rester en observation à cause d'une légère hémorragie postpartum. Mais d'une manière ou d'une autre, depuis hier soir, mon cœur battait sans repos. Théo, mon mari, n'était pas venu à l'hôpital depuis 3 jours. Il utilisait l'excuse que son entreprise présentait un projet majeur, le piégeant dans des réunions interminables, jour et nuit. Pendant ce temps, sa mère, Marguerite, n'était passée qu'une seule fois le jour où j'avais été sorti de la salle de réveil. Elle avait regardé la couverture rose de Liliane, poussé un long soupir dramatique, et utilisé un mal de dos comme excuse pour rentrer chez elle, me laissant toute seule entre les 4 murs d'une chambre d'hôpital imprégnée d'antiseptiques. J'ai demandé au médecin de me laisser rentrer un jour plus tôt. Je n'ai rien dit à personne, en partie pour les surprendre, en partie pour me convaincre que mon mari était juste épuisé par la pression du travail. J'allais rentrer à la maison et l'aider à alléger son fardeau. J'étais si stupide et naïf de me tromper moi-même. En poussant le portail en fer et en entrant dans la cour, tout était étrangement silencieux. La Mercedes classe S noire de Théo était garée docilement dans l'allée. Il était rentré. Une petite étincelle d'espoir a jailli dans ma poitrine. Il devait être si fatigué et était rentré pour une rapide sieste l'après-midi. J'ai essayé de réprimer la douleur, portant mon sac allongé d'une main, tenant ma fille serrée contre ma poitrine de l'autre, et j'ai doucement poussé la porte d'entrée. Personne n'était dans le salon. La climatisation centrale soufflait de l'air frais, mais ce qui a frappé mon nez n'était pas l'huile essentielle de cannelle familière que je diffusais habituellement. C'était un parfum de femme lourd, âcre et bon marché. Cette odeur étrangère traînait depuis le canapé jusqu'à l'escalier. Mon estomac s'est soudainement noué. Une intuition féminine m'a coupé le souffle. J'ai enlevé mes chaussures plates et j'ai monté pieds nus les escaliers en bois. La maison immense était si silencieuse que j'entendais clairement mon propre cœur se briser dans ma poitrine. Le 2e étage était la chambre de ma belle-mère. La porte était bien fermée. Le 3e étage était notre sanctuaire privé, celui de mon mari et le mien. En passant le palier du 2e étage, un bruit étrange a attiré mon attention. Des gémissements, des rires, le bruit de la chair frappant la chair provenant de la porte de ma propre chambre, qui était légèrement entr'ouverte. Mes pas se sont arrêtés, tout mon corps se raidissant comme du plomb. L'incision sur mon abdomen palpitait d'une douleur déchirante, mais ce n'était rien comparé à la sensation de 1000 aiguilles perçant directement mon cerveau. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas faire de bruit. Je tenais Liliane serrée, me disant que j'avais mal entendu, que la télévision était allumée, que ce n'était pas réel. Mais mes jambes continuaient inconsciemment de se rapprocher de la fente de la porte. À travers les 3 interstices, ce qui a frappé mes yeux était le lit conjugal où j'avais personnellement étendu les draps de soie bleu clair. Sur ce lit, l'homme pour qui j'avais risqué ma vie pour porter un enfant, tenait passionnément une autre femme. Elle était jeune, avec de grands cheveux bouclés, tordant son corps dans une nuisette de dentelle rouge vive que je n'avais jamais vue. Les bruits ignobles et les doux mots bon marché résonnaient clairement. Sois une bonne fille. Tu me gâtes trop. Ma femme vient d'accoucher. Elle sent le lait aigre partout. C'est dégoûtant.
J'ai utilisé le travail comme excuse pour ne pas venir à l'hôpital pendant 3 jours juste pour rester à la maison et me rattraper auprès de toi. Tu aimes ça? La maîtresse gloussait bruyamment, sa main descendant le long de l'échine de mon mari. Mes oreilles sifflaient, mon esprit tourbillonnait comme si une tornade venait de passer. 3 jours. 3 jours j'avais souffert dans l'agonie, tenant mon bébé seul, serrant les dents à travers les contractions utérines, demandant tranquillement à l'infirmière de préparer chaque biberon de formule. Et pourtant, l'homme que j'appelais mon mari utilisait les réunions comme excuse pour ramener une maîtresse à la maison et se rouler dans mon propre lit. Je ne sais pas d'où m'est venue la force. J'ai balancé ma jambe et j'ai ouvert la porte en grand. Bang! La porte a claqué violemment contre le mur, produisant un son assourdissant, déchirant l'atmosphère sale à l'intérieur. Les deux sur le lit ont presque sauté de leur peau. Théo a tourné la tête, ses pupilles se dilatant au maximum, son visage euphorique est instantanément devenu blanc comme un fantôme, vidé de tout sang. Il a frénétiquement attrapé la couverture pour se couvrir, se levant en toute hâte, sa bouche balbutiant. « Victoire, pourquoi? Pourquoi es-tu rentré sans appeler? Tu n'étais pas censé sortir encore. » Je me tenais là, pieds nus, portant toujours des vêtements de maternité amples. Mes bras tenaient fermement la nouveau-née endormie. Mes yeux ne contenaient pas une once de chaleur, seulement la froideur d'un glacier millénaire fixant le visage paniqué d'un traître. La maîtresse s'est cachée derrière Théo, tirant la couverture sur sa poitrine, ses yeux perçants me regardant sans une seule trace de peur ou de honte. Avant que je puisse prononcer un mot, des pas lourds ont résonné rapidement dans les escaliers. Ma belle-mère, Marguerite, est montée en courant, paniquée. Peut-être que mon coup de pied dans la porte l'avait réveillée. Elle s'est figée à la porte, regardant la scène chaotique sur le lit, puis moi. J'ai pensé qu'elle allait se précipiter et gifler son fils infidèle, ou au moins jeter la maîtresse hors de la maison pour sauver les apparences. Mais non, ce qui est sorti de la bouche de cette femme a officiellement tué le dernier morceau d'humanité en moi. Marguerite a lissé ses cheveux, ajusté sa robe de soie et est entrée dans la pièce d'un air indifférent. Elle a incliné son menton vers moi, sa voix froide et complètement impénitente. « Puisque tu es rentré, emmène le bébé dans la chambre d'amis et repose-toi. » Pourquoi cries-tu? Les hommes sont sous pression à gagner de l'argent dans le monde réel. Avoir quelques femmes à côté est normal. Tu as eu une fille. Tu n'as pas réussi à perpétuer le nom de cette famille, alors tu n'as aucun droit de parler. Tu as de la chance qu'ils ne te jettent pas dehors. Et pourtant tu restes là à regarder les gens. Mon cœur s'est senti écrasé par une main invisible. Mon sang a bouilli, se précipitant dans mes veines. Mais à l'extérieur, j'étais d'un calme terrifiant. Avoir une fille ne me donnait aucun droit de parler. Les hommes qui s'amusent, c'était normal. Donc la dépravation de Théo ne venait pas de nulle part. Elle était tolérée et nourrie par cette mère toxique elle-même. Elle savait que son fils avait ramené une fille à la maison. Elle est restée en bas, les laissant tranquillement s'amuser au 3e étage. Pendant que sa belle-fille se débattait à l'hôpital, j'ai doucement tapoté Liliane qui s'agitait. J'ai pris une profonde inspiration, pas une seule larme ne coulant. Mes larmes étaient trop précieuses pour être gaspillées sur les 2 tas d'ordures devant moi. J'ai regardé Marguerite, puis j'ai tourné mon regard vers Théo. Ma voix était légère comme une plume, mais aussi tranchante qu'une lame de rasoir coupant leur gorge. Vous avez raison, Marguerite. Les hommes qui gagnent de l'argent à l'extérieur ont le droit de s'amuser. Mais ce droit n'est que pour les hommes qui gagnent réellement leur propre argent. Quant à un parasite qui reste dans la maison de sa femme, conduit la voiture de sa femme, dépense l'argent de sa femme, et ose amener une fille dans le lit de sa femme. Ce n'est pas un homme. C'est un animal. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de m'insulter. Théo a claqué, essayant de sauver son ego fragile devant son amante. Il pensait toujours que j'étais juste un hérisson jaloux et épineux. Il croyait toujours que le titre de vice-président d'entreprise qu'il portait était dû à son propre talent. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Ma fureur absolue avait atteint son paroxysme et s'était transformée en un calme impitoyable. J'ai utilisé une main pour sortir mon téléphone de mon sac et j'ai composé un numéro familier. L'autre bout a décroché immédiatement. Ma voix a retenti clairement, faisant écho dans la chambre, se noyant dans la saleté. Cédric, c'est moi. Préparez-moi 2 choses immédiatement. Premièrement, rédigez les papiers de divorce tout de suite. Je prends la garde exclusive de mon enfant.
Deuxièmement, retirer tout mon capital caché d'Aurore Holdings et geler toutes les cartes Amex secondaires au nom de Théo. Saisissez immédiatement le manoir des Hantons et la Mercedes que je l'ai laissé mettre à son nom pour l'hypothèque. Je veux qu'il n'ait absolument aucun sou à leur nom quand ils quitteront cette maison dans les prochaines 24 heures. J'ai raccroché et jeté le téléphone dans mon sac. L'atmosphère de la pièce s'est instantanément figée. L'air froid de la climatisation semblait souffler directement sur les colonnes vertébrales des deux personnes qui étaient si arrogantes il y a une seconde. Les yeux de Théo ont exorbité, sa mâchoire a failli tomber sur sa poitrine. La bouche de Marguerite était ouverte, ses yeux habituellement plissés me regardant maintenant comme si j'étais un monstre rampant hors d'une tombe. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui venait de se passer. La vérité sur mon identité. Le rideau de velours que j'avais soigneusement maintenu fermé pendant 3 ans pour flatter son ego de pourvoyeur était maintenant officiellement déchiré sans pitié. Cette guerre n'exigeait pas de larmes. J'allais utiliser l'argent et le pouvoir pour les écraser. Le choc absolu sur le visage pâle de Théo et les yeux écarquillés de Marguerite ne m'a pas fait me sentir vengé tout de suite. Cela a seulement ramené mes souvenirs 3 ans en arrière. Le jour où je suis tombé dans le piège parfait tendu par cet homme méprisable. La vie est vraiment une pièce cruelle. Et Théo était un acteur de maître qui a réussi à tromper une femme d'affaires endurcie comme moi. Il y a 3 ans, je n'étais pas une mère allaitante portant des vêtements amples, l'air débraillé avec un bébé, surprenant mon mari infidèle. À l'époque, j'étais Victoire Dubois, 28 ans, une entrepreneur célibataire notoire dans les cercles de l'immobilier et du capital risque de New York, partie de rien, endurant d'innombrables nuits blanches à travailler dur. Après avoir bu avec des clients jusqu'à développer des ulcères d'estomac, j'avais construit à moi seul un écosystème d'entreprises appelé Aurore Holdings. J'avais de l'argent, du pouvoir et d'innombrables flatteurs autour de moi. Mais caché sous la carapace d'une femme acérée et puissante, j'étais extrêmement seul. Je rêvais d'un foyer simple. Je rêvais d'un homme qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour l'énorme fortune que je détenais. Et puis Théo est apparu. À cette époque, il n'était qu'un modeste directeur des ventes dans une petite entreprise partenaire. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'un gala d'entreprise à Manhattan. J'avais eu une réaction allergique aux fruits de mer, me sentant tellement démangé et à bout de souffle que j'avais dû me cacher sur le balcon. Parmi la foule de cadres et d'enfants de riches occupés à exhiber leurs Porsche et leurs Rolex pour m'impressionner, Théo fut le seul à ses observateurs pour remarquer que j'étais mal en point. Il est allé tranquillement acheter des médicaments contre les allergies et une bouteille d'eau chaude et s'est tenu là, me protégeant des regards indiscrets. Il n'a pas demandé mon numéro, n'a pas essayé de me flatter. Il a juste souri gentiment et est parti. Cette gentillesse exacte, cette simplicité et cette fausse sincérité ont frappé mon point faible fatal. Tu es une fille, peu importe à quel point tu es forte et brillante dans le monde des affaires. Quand tu es malade, tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Je n'ai pas des millions. Je n'ai pas de voiture de sport pour te conduire comme ces autres gars. Mais si tu as besoin d'un bol de soupe chaude à minuit ou d'une épaule sur laquelle t'appuyer quand tu es fatigué, je te promets que je serai toujours là. Tels furent les doux mots qu'il me murmura à l'oreille par une nuit venteuse de New York. Ses vœux étaient si doux et sincères que j'ai complètement baissé toutes mes défenses. J'ai décidé de l'épouser. Mais en raison de la nature prudente d'une femme d'affaires, j'ai pris une décision que j'ai réalisée plus tard être le geste le plus intelligent de ma vie. J'ai caché ma véritable identité. Aux yeux de Théo et de sa famille, je n'étais qu'une simple employée de bureau gagnant un maigre salaire. J'ai transféré les droits exécutifs d'Aurore Holdings à ma cousine. Je me suis retiré pour être l'actionnaire majoritaire silencieuse. Je voulais tester le cœur de Théo. Je voulais voir si un homme les mains vides était prêt à protéger une épouse ordinaire sans soutien familial. Le jour où je suis allé rencontrer sa famille, Marguerite m'a regardé de haut en bas avec un dédain total. Ses yeux ont scanné ma robe simple, mon sac à main sans marque, et son sourire a disparu. Combien gagnez-vous par mois en tant que secrétaire? Mon Théo est maintenant directeur. Son avenir est brillant. Soyons honnêtes. Le mariage exige une correspondance de statut social. Une femme doit être un soutien solide avec une base pour aider son mari à gravir les échelons de l'entreprise. Une fille de petite ville venant en ville travailler pour un salaire minimum dont le salaire ne peut même pas couvrir le maquillage ne sera qu'un fardeau pour mon fils. À ce moment-là, j'ai juste souri et enduré. J'étais sur le point de me lever et de partir, mais Théo m'a immédiatement attrapé la main, me défendant bruyamment devant sa mère.
Maman, ne dis pas ça. J'aime Victoire parce qu'elle est douce et travailleuse. Je suis un homme. J'ai de solides épaules. Je travaillerai pour subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Elle n'a pas besoin de porter de fardeau. Laissons-nous marier. Je prendrai soin d'elle. Cet acte était trop parfait. J'ai été ému aux larmes, croyant avoir trouvé un vrai homme, un havre de paix pour toute ma vie. Nous nous sommes mariés pour sauver la face de mon mari et éviter qu'il ne se sente en insécurité. J'ai secrètement utilisé mon propre argent pour acheter ce luxueux manoir d'Éanton. Mais je n'ai pas dit que c'était mon argent. J'ai inventé une histoire selon laquelle j'avais des relations dans une banque nous aidant à obtenir un prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt très bas. La Mercedes était la même chose. Je l'ai laissé mettre son nom sur le contrat de prêt. Mais chaque mois, l'énorme somme d'argent qui arrivait à la banque était transférée depuis mes comptes offshore. Cela ne s'est pas arrêté là. J'ai également secrètement demandé à ma cousine, qui agissait en tant que PDG d'Aurore Holdings, de continuer à attribuer des contrats lucratifs et des projets immobiliers commerciaux à forte rentabilité à l'entreprise de Théo, en demandant spécifiquement qu'il soit le responsable. Grâce à ces contrats tombés du ciel, Théo a grimpé en flèche. D'un simple manager, il est passé au poste de vice-président régional, son revenu montant en flèche. Il a commencé à s'habiller avec des costumes Tom Ford sur mesure, à vaporiser des parfums coûteux, à porter des montres suisses, à conduire une voiture de luxe et à profiter de la vie des 1%, pensant que tout cela était créé par ses propres capacités exceptionnelles. Quand il a atteint le sommet de son délire, la carapace d'un mari doux et gentil a commencé à s'écailler. Il a commencé à critiquer ma cuisine. Il s'est plaint que je ne savais pas m'habiller assez élégamment pour rencontrer des clients avec lui. Il a oublié que pour qu'il ait le temps de briller à l'extérieur, j'avais reculé, portant des vêtements simples, renonçant au gala somptueux pour s'occuper de son foyer. Marguerite était pareille. Depuis qu'elle avait emménagé dans le manoir qu'elle croyait fermement que son talentueux fils avait acheté, elle a commencé à agir comme une aristocrate toxique. Elle me traitait comme une femme de ménage non rémunérée, profitant de la fortune de son fils. Toute ma patience était considérée par elle comme la lâcheté d'une perdante fauchée. Et la vraie tragédie a frappé quand je suis tombée enceinte. La nouvelle de ma grossesse est arrivée par une matinée d'automne fraîche. Quand j'ai vu les 2 lignes roses vives sur le test, j'ai pleuré de joie. Pour une femme qui avait traversé toutes les tempêtes impitoyables de Wall Street, la petite vie qui grandissait dans mon ventre était le bien le plus précieux que j'ai jamais désiré. J'ai préparé avec enthousiasme un dîner somptueux, allumé des bougies dans la salle à manger et attendu nerveusement que Théo rentre à la maison pour partager la bonne nouvelle. Mais cette nuit-là, il est rentré à 23h. Il sentait le bourbon cher et un parfum de rose prononcé, l'exact même parfum que j'ai senti sur mon lit 3 ans plus tard. Quand je l'ai interrogé, il a juste repoussé ma main et a trébuché dans les escaliers. J'étais en réseau avec des clients. Arrête de poser tant de questions ennuyeuses. J'ai la tête qui me martèle. Être vice-président implique 1 million de choses. Gagner de l'argent pour payer les factures de cette maison est déjà assez épuisant. Dois-je te rendre des comptes quand je rentre ? Je suis resté figé au bas de l'escalier. Le dîner froid sur la table semblait se moquer de ma naïveté. Il disait qu'il maintenait les lumières allumées dans cette maison. Il a oublié qui payait secrètement le principal et les intérêts du domaine. Qui tirait les ficelles en coulisses pour apporter les contrats qui ont sauvé toute son entreprise. Mais à cause du bébé dans mon ventre, je me suis apaisé, me donnant des excuses que les cadres doivent socialiser et que la pression est inévitable. Le lendemain matin, quand il a dégrisé, je lui ai montré l'échographie. Il a semblé légèrement heureux, mais ce bonheur était très superficiel. Il a promis de rentrer plus tôt, mais cette promesse n'a jamais été tenue. Le summum de la suffocation et des fissures cachées dans cette maison est survenu au 4e mois de ma grossesse, le jour où je suis allé passer l'échographie de révélation du sexe. Je me souviens encore vivement de cette soirée. J'ai montré avec enthousiasme à Marguerite que j'allais avoir une petite princesse. En contraste frappant avec mon sourire heureux, Marguerite, qui ramassait de la nourriture, a violemment jeté sa fourchette sur la table à manger, faisant un grand bruit. Son visage s'est durci, ses yeux remplis de déception et de mépris. Vous êtes enceinte de 4 mois et ce n'est qu'une fille inutile. Comment vivez-vous votre vie pour ne même pas pouvoir donner naissance à un fils pour perpétuer le nom de cette famille ? Mon Théo est maintenant vice-président. Il a du talent et de l'argent. Tant de gens l'admirent. Sans fils,
qui héritera de cet empire? Des étrangers. Vous restez assise toute la journée et vous ne pouvez même pas faire une chose correctement. Je me suis figé, le nez piquant, la frustration gonflant dans ma gorge. J'ai regardé Théo, espérant qu'il dirait un mot pour défendre sa femme et son enfant, comme il m'avait tenu la main et protégé il y a 3 ans. Mais non, Théo a calmement pris son couteau à steak, coupé un morceau de viande et l'a mis dans sa bouche, mâchant bruyamment. Il m'a regardé avec dédain, son ton indifférent et d'une froideur impitoyable. Maman a raison, Victoire. Ma carrière décolle. J'ai besoin d'un fils pour que mes partenaires et mes proches soient fiers. Surveille ton régime. Après avoir eu celui-ci, tu devras te remettre en forme et avoir un garçon ensuite. Tu es déjà une femme au foyer. Ton seul travail est de donner naissance, et tu ne peux même pas faire ça, n'est-ce pas? Les plaintes de maman sont justifiées. Pourquoi boudes-tu? Chacun de ces mots était comme une pique transperçant mon cœur. Il s'est avéré qu'à ses yeux, je n'étais qu'une couveuse, une dépendante inutile. Sa carrière montante l'avait complètement aveuglé à toute humanité et affection conjugale. Il a adhéré à la mentalité sexiste rétrograde de sa mère pour piétiner mon estime de soi. Cette nuit-là, j'ai tenu mon ventre et j'ai pleuré seul dans la chambre. Le désir ardent de tout exposer, d'appeler mon avocat et de révéler mon identité de PDG, de les gifler tous les deux, brûlait férocement. Mais quand ma main a touché ma bosse grandissante, sentant le doux coup de pied de ma fille, toute la combativité en moi s'est calmée. Le bébé était innocent. Elle avait besoin d'une famille avec un père et une mère. Un enfant ne devrait pas souffrir d'un foyer brisé à cause de la colère des adultes. De plus, j'espérais encore, un espoir stupide de femme qui croit au miracle. Je croyais que lorsque le bébé naîtrait, lorsqu'elle pousserait son premier cri, l'instinct paternel de Théo s'éveillerait, il changerait, et ma belle-mère finirait par s'adoucir devant la mignonnerie de sa petite fille. Mais je me suis trompé. Mon compromis ne les a rendus que plus exigeants. Dans les derniers mois de ma grossesse, mon corps était lourd, mes pieds enflés par l'édème, chaque pas étant extrêmement difficile. Marguerite non seulement refusait d'aider aux tâches ménagères, mais elle achetait aussi délibérément des aliments gras et épicés, des choses qu'elle aimait, mais que le médecin m'interdisait strictement de manger. Elle utilisait l'excuse que j'avais du temps libre à la maison, me forçant à faire les courses, à cuisiner et à nettoyer ce vaste manoir de 3 étages toute seule. Tu es juste enceinte. Ce n'est pas une maladie. Personne n'a besoin de te servir. À l'époque où j'étais enceinte de Théo, je travaillais encore double quart au restaurant et je portais des cartons lourds. Tu n'es qu'une fausse fille riche qui fait l'enfant gâté. Fais les tâches ménagères pour qu'il soit plus facile de pousser le bébé et arrête d'appeler ton mari à la maison pour chaque petite chose. Il travaille dur pour gagner de l'argent. Il n'a pas le temps de t'écouter te plaindre. Quant à Théo, il traitait pratiquement cette maison comme un hôtel. Il disparaissait constamment, parfois ne rentrant pas la nuit. Le code d'accès de son iPhone changeait constamment. Chaque fois que je touchais son téléphone, il sursautait et me criait dessus. Appel téléphonique tard le soir, message Snapchat caché, parfum étrange et légère tache de maquillage sur son col. J'ai tout vu. Je savais tout. L'esprit d'une femme d'affaires impitoyable me rappelait qu'il me trompait. Mais le cœur faible d'une mère sur le point d'accoucher me suppliait de fermer les yeux, essayant de maintenir la façade d'une famille heureuse jusqu'au jour de mon accouchement. J'ai ravalé mes larmes, serrant les dents à travers les crampes nocturnes aux jambes, massant mes propres pieds enflés, allant seul au rendez-vous obstétricaux pendant que je regardais d'autres femmes être tenues par leur mari. J'ai misé toute mon endurance sur le jour de la naissance de mon enfant, mais Dieu m'a asséné un coup fatal pour me réveiller de mon long rêve. Les douleurs du travail ont commencé à 2 heures du matin, presque 10 jours plus tôt que la prédiction du médecin. Dehors, un orage soudain et massif s'est abattu sur New York. La foudre déchirait le ciel noir, le vent hurlait et claquait contre les fenêtres de la chambre. Je me suis réveillé en sursaut par une contraction féroce dans le bas-ventre. C'était comme si quelqu'un me passait une scie émoussée sur le bas du dos. Un jet de liquide chaud a jailli, trempant les draps. Ma poche des os s'était rompue. J'ai paniqué et j'ai tendu la main de l'autre côté. Le côté du lit de Théo était vide et froid. Il n'était pas rentré cette nuit-là. La sueur coulait sur mon front comme de la pluie. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour m'empêcher de crier de douleur. Ma main tremblante a attrapé le téléphone sur la table de chevet. J'ai composé le numéro de Théo.
Le long sonnerie a résonné désespérément dans la pièce silencieuse. Un appel, 5 appels, 10 appels. Personne n'a décroché. Les contractions utérines ont frappé à nouveau. Cette fois, c'était plus violent. Je suis tombé à genoux sur le sol en bois froid, serrant mon ventre d'une main, appuyant sur la touche de rappel de l'autre. Au 20e appel, quelqu'un a finalement décroché. Mais le son qui est passé a déchiré mon âme, une musique de club assourdissante, le tintement des verres, et plus clairement la voix d'une femme parlant avec difficulté à cause de l'alcool. Allô, Théo est sous la douche en ce moment. Pourquoi fais-tu sonner son téléphone au milieu de la nuit? Laissez les gens dormir. Quoi que ce soit, rappelez demain. Bip bip bip. L'appel a été impitoyablement déconnecté. Je suis resté paralysé sur le sol, le sang et le liquide amniotique se mélangeant. La douleur physique à ce moment ne pouvait se comparer à l'éclatement de mon âme. Mon mari, l'homme dont j'avais le plus besoin en ce moment de vie ou de mort, était dans une salle de bain d'hôtel avec une autre femme. Je ne pouvais pas m'effondrer. En ce moment, ma fille était en danger. J'ai traîné mes pieds lourds hors de la chambre, rampant jusqu'au 2e étage, frappant à la porte de ma belle-mère. Maman. Maman, aide-moi. Mes os se sont rompus. S'il te plaît, appelle le 911. Maman. Il a fallu longtemps pour que la porte s'entr'ouvre. Marguerite, portant son pyjama de soie, à moitié endormie, avait l'air extrêmement agacée. Elle a regardé la flaque de liquide amniotique à mes pieds, a grimacé et a reculé d'un pas, grommelant sans la moindre once de pitié attendue d'une future grand-mère. Bon sang, comment accoucher peut être si salissant et si sale? C'est le milieu de la nuit. Pourquoi hurles-tu? Tout le monde a mal quand il accouche. Tu ne fais que mettre au monde un bébé. Tu ne meurs pas, arrête d'être si dramatique. Appelle un Uber toi-même. Je suis vieille. Si je sors sous ce vent et cette pluie glaciale pour te suivre à l'hôpital, je vais tomber malade. Vas-y, accouche. Appelle-moi quand la mère et l'enfant seront en sécurité pour que je puisse voir le bébé. Mais souviens-toi, si c'est une fille, ne me dérange pas en appelant tôt. Ça porte malheur. Sur ce, elle a claqué la porte. Le bruit sec de la porte en bois m'a frappé en plein visage avec une réalité brutale. J'étais complètement seul dans le manoir que j'avais acheté avec mes propres millions. J'étais abandonné comme une chienne errante dans la rue. Je n'avais plus de larmes à pleurer. Leur cruauté a déclenché le plus fort instinct de survie d'une mère. J'ai serré les dents et je me suis traîné jusqu'au rez-de-chaussée. Ouvrant l'application pour appeler un Uber, portant mon sac d'hôpital préparé d'une main, agrippant le mur de l'autre, je me suis traîné dehors. La pluie noire et le vent glacial me fouettaient le visage. L'eau de pluie se mélangeait à la sueur et aux larmes amères. Le chauffeur d'Uber a paniqué, s'est précipité pour m'aider à monter dans le SUV et à rouler à toute vitesse vers la maternité. Cette nuit-là, le couloir de l'hôpital était long et glacial. D'autres femmes enceintes avaient leur mari qui leur tenait la main, leur belle-mère qui leur frottait le dos, quelqu'un qui essuyait leur sueur. Quant à moi, j'ai signé moi-même le formulaire de consentement pour une césarienne à haut risque, j'ai tendu mon bras à l'infirmière pour qu'elle insère la perfusion, et j'ai affronté l'ultime terreur sur la table d'opération seule. Le médecin a annoncé une souffrance fœtale et un liquide amniotique dangereusement bas, nécessitant une césarienne d'urgence. Quand les lumières chirurgicales aveuglantes ont brillé directement dans mes yeux, quand l'aiguille épidurale glaciale a percé ma colonne vertébrale, j'ai silencieusement juré au ciel et à ma propre vie. Si ma fille et moi ne survivons pas cette nuit, je ne laisserai pas leur famille s'en tirer, même en tant que fantôme. Mais si je sors vivante de cette salle d'opération, je ferai en sorte que Théo et sa mère éprouvent le sentiment de tout perdre. Je les ferai s'agenouiller à mes pieds et goûter à l'humiliation totale. Le premier cri de Liliane a déchiré le silence de la salle d'opération. Le médecin a posé le minuscule nouveau-né rouge contre ma joue. La chaleur de mon bébé s'est transférée à ma peau. Mes larmes ont coulé, non pas par auto-apitoiement, mais parce qu'une résolution terrifiante venait d'être forgée. J'ai survécu. Franchissant seul les portes de l'enfer, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'aucune fausse épaule sur laquelle m'appuyer. Pendant 3 jours dans la salle de réveil, j'ai enduré la douleur de mon incision qui se déchirait chaque fois que je me retournais. Et pendant ces 3 jours, mon mari était introuvable, utilisant le projet comme excuse. Ma belle-mère est passée une seule fois voir sa petite fille, a retroussé les lèvres de dégoût devant la petite fille et est partie immédiatement.
Grâce à un ami dans l'industrie des médias, j'ai facilement découvert où Théo était allé la nuit où j'ai affronté la mort. Il n'était pas en train de soumissionner sur des projets d'entreprise. Il a dépensé mon argent pour acheter un sac Chanel à 100 000 $, et a commandé des bouteilles de champagne dans un club VIP pour organiser une fête d'anniversaire pour sa maîtresse, Valérie, une jeune diplômée qu'il couvrait de marque de créateur. Ils ont bu abondamment et sont retournés dans un hôtel de luxe. Pendant que j'étais allongé sur la table d'opération face à la faucheuse, le dernier lambeau d'affection conjugale est mort, pourrissant sur la table d'opération cette nuit-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai tranquillement demandé à sortir un jour plus tôt, j'ai ramené mon enfant à la maison et je me suis préparé à jeter un vaste filet, et la scène sale qui se déroulait sur le lit conjugal du 3e étage n'était que le dernier clou du cercueil de ce mariage trompeur. L'air suffocant et rempli de luxure dans la chambre est soudainement tombé dans un vide étrangement silencieux. Ma ferme déclaration au téléphone venait de se terminer, et je pensais que cela éteindrait l'arrogance de ces deux individus éhontés. Mais la réalité a prouvé une vérité brutale. Les parasites habitués à vivre au crochet des autres souffrent souvent d'une incurable folie des grandeurs. Ils étaient aveuglés par la coquille luxueuse que j'avais si péniblement construite autour d'eux pendant les 3 dernières années. Le bref silence passa. Théo passa sa main dans ses cheveux en désordre, pencha soudainement la tête en arrière et laissa échapper un rire incontrôlable. Son rire résonnait, rebondissant sur les murs lambrissés de bois de première qualité, portant la moquerie ridicule d'un clown qui ne savait pas qu'il se tenait au bord d'une falaise. Il jeta la couverture de côté, attrapa nonchalamment une robe de soie pour l'enfiler, ignorant complètement mon regard glacial. « Oh mon Dieu, tu m'as vraiment fait peur là, Victoire. Tu as trop regardé de feuilletons et tu as commencé à halluciner, appeler un avocat, reprendre le manoir, retirer des capitaux d'Aurore Holdings. Qui crois-tu être? Tu n'es qu'une modeste secrétaire au salaire minimum, restant à la maison pour vivre au crochet de ton mari après avoir accouché, me suppliant pour chaque dollar d'épicerie. D'où tires-tu l'autorité de geler mes cartes de crédit? Qui as-tu appelé? Le vendeur de hot-dog du coin pour monter une pièce et me faire peur. Marguerite, voyant son fils rire, se joignit immédiatement à lui. La peur passagère sur son visage disparut, remplacée par son attitude habituelle de Karen agressive. Elle mit les mains sur les hanches, s'avança et pointa son ongle peint en rouge directement sur mon visage. Sa voix était stridente, perçante comme du fil barbelé qui se frottait. Vous êtes vraiment une femme folle. Vous n'avez pas pu donner naissance à un fils, alors vous êtes devenu complètement psychotique, n'est-ce pas? Regardez votre moi pathétique. Ce manoir a été acheté par mon fils. La voiture de luxe a été achetée par mon fils. La société qu'il dirige en tant que vice-président de haut niveau imprime de l'argent comme de l'eau. Qu'avez-vous? Vous avez traîné votre ventre de femme enceinte dans ma maison pour vivre au crochet de la fortune de cette famille. Maintenant vous osez agir comme la patronne et donner des ordres. Vous êtes déjà pauvre et inutile, mais vous aimez jouer les durs. Théo a raison. Quel escroc avez-vous appelé pour monter cette mascarade, petite morveuse? Sur le lit au drap de soie, la maîtresse nommée Valérie a également commencé à retrouver son entrain. Elle a tiré la bretelle de sa nuisette rouge, a tordu son corps et a passé son bras autour de celui de Théo, frottant délibérément sa poitrine contre lui. Ses yeux, avec leur eyeliner en forme d'aile, m'ont regardé avec la fausse pitié d'une gagnante. Oh, chérie, tu viens d'accoucher. Tes hormones sont déréglées. C'est facile d'avoir une dépression postpartum. Ne fais pas un tel cinéma. Théo est épuisé par le travail à l'extérieur. Si tu ne peux pas être compréhensive, d'accord, mais pourquoi faire des cascades folles pour lui faire peur? Regarde-toi dans le miroir. Tu as l'air si hagarde et négligée. Même moi, je m'ennuie en te regardant, sans parler d'un homme. Tu dois connaître ta place et t'accrocher à ton gagne-pain. Je suis resté immobile, serrant le bébé Liliane contre ma poitrine pour l'empêcher d'être effrayé par ces sons immondes. Mon incision a de nouveau palpité, mais mon esprit était maintenant aussi calme et clair qu'un lac sans rides. Je n'étais pas du tout en colère. Honnêtement, je ne ressentais pas de colère. Je trouvais cela juste hilarant. Un profond sentiment de pitié pour les imbéciles qui dansaient sur mon tas de biens, pensant que c'était leur propre sang, sueur et larmes. J'ai jeté un coup d'œil à Théo. Il se tenait là, le menton haut, plein de lui-même. Il avait oublié que le jour où il a signé l'hypothèque de ce manoir,
la banque a exigé une preuve de revenu et Aurore Holdings a émis une lettre de garantie d'entreprise vierge pour lui, tandis que celle qui payait réellement cette dette de plusieurs millions de dollars, c'était moi. Il avait oublié que la puissante carte Amex noire qu'il passait à droite et à gauche pour acheter des sacs pour des filles était émise par une filiale que je possédais à 100%. Il croyait si aveuglément à sa façade de vice-président brillant. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix toujours douce et posée, mais suffisamment tranchante pour transpercer chacune de leurs illusions. Théo, Marguerite, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Peu importe si vous ne me croyez pas, car la vérité n'a pas besoin d'être prouvée par des mots. Gardez cette fierté bon marché et profitez en tant que ça dure, car le sablier a été retourné. Quant à vous, j'ai tourné mon regard vers la maîtresse qui s'accrochait au bras de mon mari. J'ai regardé au plus profond de ses yeux qui s'efforçaient tant de paraître victorieux. Chaque mot qui sortait était comme du venin injecté directement dans son cerveau. Vous aimez tant que ça ce tas de déchets? Alors gardez-le pour vous. Mais laissez-moi voir si demain, quand il n'aura plus un seul sou en poche, quand il sera jeté à la rue avec une dette massive au-dessus de sa tête. Continuerez-vous à vous accrocher à lui et à dire des mots d'amour? Ou ferez-vous vos valises et courez-vous plus vite qu'un chien errant aspergé d'eau bouillante? Surveillez votre langage. Vous êtes juste jalouse parce que Théo m'aime et subvient à mes besoins, a claqué Valérie. Assez, chérie. Ne discute pas avec cette femme folle. Ça ne fera que salir ta bouche, a ricané Théo. Écoutez bien, Victoire. Vous voulez divorcer, n'est-ce pas? Bien. J'accorderai votre souhait, mais faites vos valises et foutez le camp de cette maison vous-même. Ne pensez même pas à prendre un seul sou de moi. La voiture, cette maison, c'est mon sang, ma sueur et mes larmes. Ne pensez même pas à y toucher. Une fois les papiers de divorce signés, je ferai venir Valérie pour être la dame de cette maison afin que vous puissiez ouvrir les yeux et voir qui est la vraie perdante. C'est ça, mon fils, a ajouté Marguerite. J'ai souri. Un sourire fade et glacial qui a fait légèrement frissonner Théo. Je n'ai plus pris la peine de répondre. La logique est gaspillée sur les fous. La punition la plus douloureuse n'est pas de crier et de maudire, mais de les laisser monter au sommet absolu de leur délire, puis de leur retirer l'échelle pour qu'ils tombent en chute libre sur du béton solide. Je me suis retourné sur mes talons. Mes pieds nus et froids ont foulé le parquet. Je suis sorti fermement de la pièce, laissant derrière moi le rire ridicule de 3 personnes qui ignoraient que leur arrêt de mort financier avait été officiellement activé. Je suis descendu au 2e étage, directement dans la chambre qui était autrefois le monde privé de Théo et le mien avant que je ne déménage dans une autre pièce pour me reposer pendant ma grossesse. La pièce avait encore une odeur familière, mais maintenant elle me semblait étrangère et souillée. J'ai placé le bébé Liliane au milieu du matelas sur, la couvrant soigneusement de couverture. Le bébé dormait profondément, sa respiration régulière, ses joues potelées roses, complètement inconsciente de la tempête qui s'abattait sur la vie de sa mère. En regardant mon enfant, mon cœur s'est serré, mais absolument aucune larme n'est tombée. Je m'étais fait une promesse sur la table d'opération. Désormais, je ne pleurerai plus jamais sur cet homme infâme. J'ai tiré une grande valise du coin du placard et j'ai commencé à faire mes affaires. Je n'ai rien pris de ce qui appartenait à la fortune que nous affichions dans cette maison. J'ai seulement pris les vêtements que j'avais achetés moi-même avec des petites sommes pour cacher mon identité. Quelques vêtements de bébé pour Liliane, mes documents d'identité et les carnets de vaccination du bébé. L'incision qui saignait m'obligeait à bouger lentement. Il y a eu des moments où j'ai dû me pencher, agrippant le bord de la commode pour reprendre mon souffle. Mais cette douleur physique n'était rien comparée au feu ardent de la haine qui brûlait dans mes veines, me procurant une force immense. Au moment où j'ai fermé la valise avec un bruit métallique aigu, la porte de la chambre s'est ouverte. Marguerite se tenait à la porte, ses yeux de faucon balayant la pièce avant de se fixer sur la valise dans ma main. Elle est entrée sans hésitation, m'arrachant violemment la valise. Attendez. Que essayez-vous de prendre? Tout dans cette maison a été acheté avec l'argent de Théo. Vous nous avez parasité toutes ces années. Maintenant vous divorcez et vous essayez de voler des choses. Ouvrez-la pour que je puisse l'inspecter tout de suite. Je me suis redressé, faisant face à la belle-mère que j'avais servie et endurée pendant les 3 dernières années. Je n'étais plus la belle-fille soumise qui serrait les dents et acceptait les abus. J'ai tendu la main et j'ai arraché la valise avec une force si grande que Marguerite a trébuché et a failli tomber. Retirez vos mains sales de mes affaires. Il n'y a ici que quelques vêtements bon marché et des couches pour ma fille.
Je ne toucherai pas un seul article coûteux de cette maison. Gardez-les et accrochez-vous à vos illusions. Vous osez me parler sur ce ton? Sortez de cette maison les mains vides et voyons combien de jours vous pourrez survivre sans l'argent de mon fils. Vous devrez mendier dans la rue avec votre enfant. Une fois que vous aurez franchi cette porte, ne me montrez plus jamais votre visage ici pour vous agenouiller et implorer mon pardon. Théo est descendu, vêtu d'un pantalon habillé et d'une chemise en soie brillante, appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Me regardant comme une tante, luttant désespérément en vain. Maman, laisse-la tranquille. Voyons combien de repas sa fierté pathétique peut lui offrir. Elle vient d'accoucher. Ses points de suture ne sont même pas encore enlevés, et elle veut emmener le bébé dans la rue. Victoire, je te préviens. Si tu sors d'ici, je coupe tout soutien financier. Ne m'envoie pas de SMS en pleurant quand l'enfant est malade, mendiant de l'argent pour les couches. Je n'ai aucune responsabilité envers une femme ingrate et stupide. Je me suis penché et j'ai pris Liliane, enroulant une fine couverture de mousseline autour d'elle pour la protéger du vent. Mon autre main agrippait fermement la poignée de la valise. J'ai marché vers la porte d'entrée. En passant devant Théo et Marguerite, je me suis arrêté pendant exactement une seconde, mes yeux, aussi tranchants qu'une lame coupant la pierre, se sont fixés directement sur leur visage. Théo, soyez assuré. Même si vous travaillez toute votre vie, cela ne représenterait pas la petite monnaie que j'ai utilisée pour acheter les couches de ma fille. J'espère seulement que demain, quand vous ouvrirez les yeux, vous aurez encore assez de force pour tenir bon et prononcer ces mots. J'ai franchi le seuil, ne regardant pas en arrière. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi, coupant complètement un destin pourri et tordu. Le vent chaud de l'après-midi new-yorkais m'a frappé le visage, mais je me sentais incroyablement libre. La liberté d'un aigle échappant à une cage exiguë. J'ai marché vers la sortie de la communauté fermée et j'ai hélé un taxi jaune. Le chauffeur m'a regardé, une femme pâle qui venait d'accoucher, portant des sacs et un bébé, ses yeux montrant de l'inquiétude. Où allez-vous, mademoiselle? Vous avez l'air faible. Besoin d'aide avec les sacs? Merci. Emmenez-moi au parc Hyatt à Manhattan. Le taxi s'est éloigné, laissant derrière lui le manoir abritant les parasites. Je me suis penché en arrière sur le siège en cuir, regardant le trafic animé. Il y a 3 ans, je jouais le rôle d'une employée pauvre, abandonnant mon style de vie luxueux, m'enfouissant dans la cuisine pour être une bonne épouse. Maintenant, la pièce était terminée. Je devais retourner à mon vrai monde. Arrivé à l'hôtel, les grooms aux uniformes impeccables ont immédiatement couru pour m'aider. Je n'ai plus sorti de billets froissés. J'ai ouvert mon application bancaire VIP et j'ai directement payé la suite présidentielle la plus chère. Lorsque les portes de la suite ultra luxueuse se sont ouvertes, le léger parfum d'huile essentielle d'orchidée coûteuse a rempli l'air. La vue donnait sur tout le centre-ville scintillant sous le soleil du soir. J'ai doucement placé le bébé Liliane sur le lit moelleux en velours blanc-neige. J'ai contemplé le visage angélique de mon enfant, caressant doucement ses petites mains fermement serrées. Liliane, maman est désolée de t'avoir fait assister à cette scène ignoble. Mais ne t'inquiète pas. Désormais, maman utilisera tout son pouvoir pour te protéger. Ceux qui nous ont piétinés, maman leur fera payer un prix bien plus cher que le sang. Je suis allé dans la salle de bain en marbre, lavant la sueur et l'odeur d'hôpital. En sortant, j'ai enfilé un peignoir de soie de première qualité. J'ai ouvert l'ordinateur portable ultra fin sur le bureau et je me suis connecté au Wi-Fi. L'écran lumineux éclairait mon visage aiguisé et froid, dépourvu de toute faiblesse. Il était temps que l'Empire Aurore se réveille et que la toile financière étouffant la gorge de Théo soit officiellement resserrée. 8 heures le lendemain matin, le soleil éclatant perçait les baies vitrées de la suite présidentielle. Le bébé Liliane était soigneusement prise en charge dans la pièce voisine par la nounou d'élite haut de gamme que j'avais engagée d'urgence la nuit dernière. Quant à moi, j'étais assise devant le grand miroir de maquillage, me débarrassant lentement de la carapace fragile d'une mère en postpartum. Mon maquillage était léger mais incroyablement net, avec un eyeliner rasoir allongé et un rouge à lèvres rouge profond et puissant. J'ai choisi un tailleur pantalon gris pour femme sur mesure qui masquait parfaitement les traces du postpartum, assorti de talons aiguilles de créateur. Mes cheveux ondulés tombaient fièrement. En me regardant dans le miroir, je n'étais plus Victoire, la femme tranquille, sans le sou et rejetée. J'étais Victoire Dubois, la PDG anonyme d'Aurore Holdings, la personne détenant les lignes de vie commerciales de dizaines de grandes et petites entreprises à New York.
La Maybach noire brillante, dépêchée par le chauffeur privé de l'entreprise, attendait déjà dans le hall de l'hôtel. Je suis monté dans la voiture et lui ai ordonné de se rendre directement au siège social de l'entreprise à Midtown. Pendant 3 ans, je n'avais géré l'entreprise que par le biais de réunions Zoom anonymes et de ma cousine. Mon apparition aujourd'hui serait un tremblement de terre. En entrant dans le hall de l'entreprise, le claquement rythmique et décisif de mes talons sur le marbre italien a attiré tous les regards vers moi. Les cadres supérieurs, les assistants et les chefs de département étaient déjà alignés suite à ma convocation urgente. Ma cousine, le PDG de façade, s'est approchée en hâte, s'inclinant légèrement et cédant la position centrale. Les portes en verre trempé de la salle de conférence se sont refermées. Je me suis assise sur la chaise du PDG à la tête de la grande table en acajou. Des deux côtés se trouvaient les équipes juridiques de premier ordre dirigées par mon avocat Cédric, ainsi que le directeur financier et le directeur des investissements. L'air dans la pièce était lourd de gravité. J'ai tapoté légèrement mon stylo Mont Blanc incrusté de diamants sur la table, ma voix froide et décisive résonnant. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je reprends officiellement la direction directe. Premièrement, Cédric, quel est l'état des procédures légales que j'ai demandées hier? Madame la PDG, tout est prêt. Premièrement, concernant le manoir et la Mercedes, sur le papier, l'hypothèque est au nom de Théo, mais en réalité, le contrat de garantie de paiement à 100% a été signé par une société financière de notre écosystème. Ce matin, j'ai envoyé un avis de résiliation de la garantie et exigé que la banque rappelle immédiatement la dette par anticipation en raison de la découverte de risques de fraude de la part de l'emprunteur. La banque a déjà émis une ordonnance de saisie immobilière. Deuxièmement, toutes les cartes de crédit secondaires au nom de Théo avec une limite de 2 millions de dollars ont été gelées de manière permanente, citées comme perdues par le titulaire de la carte principale. Troisièmement, la demande unilatérale de divorce, accompagnée des preuves d'infidélité recueillies à l'hôtel la nuit où vous avez accouché, a été déposée. Nous détenons une position absolument gagnante pour la garde exclusive et ne partagerons pas un seul centime d'actifs avec lui. Excellent. J'ai hoché légèrement la tête, mes yeux se déplaçant vers le directeur des investissements, Monsieur Bernard, qui était assis, les mains jointes, attendant des ordres. Théo se tapotait toujours le dos, affirmant qu'il était un brillant vice-président qui avait personnellement apporté des projets de plusieurs millions de dollars à son entreprise. Il était temps que je lui montre qui le nourrissait. Monsieur Bernard, directeur des investissements, quel est l'avancement des 3 projets immobiliers commerciaux clés que nous avons sous-traités à l'entreprise de Théo en tant qu'entrepreneur général? Madame la PDG, ils sont en phase de renforcement de l'acier. Leur flux de trésorerie dépend entièrement de notre décaissement de phase 2 ce vendredi. Si nous n'injectons pas les fonds, l'entreprise de Théo s'effondrera. Ils manqueront à leurs obligations salariales, matérielles, et feront face à des dizaines de millions de pénalités pour rupture de contrat de la part des sous-traitants. J'ai souri, un sourire cruel épanouissant sur mes lèvres. Bien. Déclencher la clause d'audit surprise. Annoncer un arrêt immédiat des décaissements, citant des violations découvertes dans la gestion des matériaux de l'entrepreneur. Retirer tout capital des projets de coentreprise avec son entreprise. Divulguer cette information au Wall Street Journal et à ses partenaires commerciaux. Je veux que Théo reçoive la nouvelle que son entreprise est officiellement en faillite avant midi aujourd'hui. Oui, Madame la PDG, mais Madame, si nous faisons cela, nous subirons également un léger revers en raison des retards de projet. Êtes-vous absolument sûr de vouloir jouer une main aussi lourde? Une perte de quelques millions pour Aurore n'est qu'une petite monnaie jetée par la fenêtre, mais pour Théo, c'est une lame mortelle. Suivez simplement mes ordres. Ne montrez aucune pitié. La réunion s'est terminée rapidement. Les cadres sont partis exécuter leurs tâches avec la rapidité d'un ouragan. J'ai pivoté ma chaise pour regarder par la fenêtre vitrée des gratte-ciel. En bas, les petites gens ressemblaient à des fourmis se précipitant. Parmi ces fourmis, il y en avait une arrogante et pleine d'elle-même, étreignant sa maîtresse, rêvant d'un avenir aisé, complètement inconsciente que la main géante du destin lui serrait déjà fortement la gorge. L'arrogance d'un homme chevauchant les jupes de sa femme serait enfin écrasée par le pouvoir de cette femme. Dans cette guerre sans effusion de sang, je n'avais pas besoin de transpirer une seule goutte. Je m'assiérais sur mon trône, sirotant tranquillement mon thé Earl Grey, et regarderais cette famille méprisable se débattre dans la boue qu'elle avait elle-même creusée. Mon empire s'était réveillé et la plus douce des vengeances avait officiellement commencé. 11 heures du matin. La météo estivale de New York était torride,
comme si elle voulait brûler l'asphalte. Mais à l'intérieur du centre commercial le plus luxueux de la 5e avenue, l'air était frais et imprégné de parfums coûteux. Grâce au flux des caméras de sécurité que l'équipe de cybersécurité d'Aurore venait de pirater et d'envoyer sur mon iPad personnel, j'ai siroté tranquillement une tasse de thé à la camomille, savourant passionnément le spectacle en direct. Théo et sa maîtresse Valérie marchaient bras dessus bras dessous dans la boutique Chanel. Ils portaient un costume élégant, marchant avec un air d'autosatisfaction, le menton levé avec l'arrogance de quelqu'un qui pensait tenir le monde dans ses mains. La maîtresse tordait son corps, pressant sa poitrine contre son bras, ses yeux avides parcourant les sacs de créateurs sur les étagères. Il fêtait. Il pensait probablement que me chasser, moi et mon bébé, de la maison ce matin était une victoire glorieuse, un tremplin pour qu'il revendique officiellement et publiquement le nid et la fortune qu'il croyait fermement appartenir à Théo. Théo, ce sac noir avec la quincaillerie dorée est si beau. C'est de la toute nouvelle collection, mais c'est si cher. Presque 20 000 $. Peut-être que je devrais chercher quelque chose de moins cher pour ne pas gaspiller ton argent. La maison était en désordre ce matin. Et tu dois encore t'occuper des papiers du divorce avec ton ex-femme folle. Tu t'inquiètes trop, a ricané Théo. Un divorce trivial, mes avocats peuvent s'en occuper en un clin d'œil. Elle est sortie avec une valise vide. Désormais, cette maison est la tienne. Mon argent est ton argent. Qu'est-ce que ce sac pour moi? Où est le gérant du magasin? Emballe-moi ce sac. Prends aussi ce parfum en édition limitée là-bas. La future femme du vice-président Théo ne doit utiliser que le meilleur. Pas besoin de se retenir. Sa voix forte et imposante a retenti. Le personnel du magasin les a immédiatement salués obséquieusement, emballant rapidement les articles coûteux dans une luxueuse boîte noire. Théo a sorti avec complaisance la puissante carte noire Amex de son portefeuille en cuir d'alligator, la pinçant élégamment entre ses doigts, et l'a tendue à la caissière. Cette carte noire était la carte secondaire que j'avais demandé à la banque d'émettre spécifiquement pour lui, directement liée à mon compte offshore personnel. La caissière souriante a pris la carte et l'a passée dans le lecteur de cartes. Bip. L'écran de la machine a clignoté en rouge avec un message de refus. La caissière a légèrement froncé les sourcils et a essayé de la passer une deuxième fois. Toujours le même son brutal de rejet. Le sourire sur les lèvres de la caissière a commencé à paraître forcé. Elle a poliment levé les yeux vers Théo. Monsieur, votre carte a été refusée par le système. La machine indique que la carte est bloquée ou que le titulaire de la carte principale a demandé un arrêt des transactions. Avez-vous une autre carte ou de l'argent liquide sur vous? Votre total est de 27 000 $. Comment faites-vous vos affaires ici? Si vos machines sont en panne, jetez-les, a aboyé Théo. C'est une carte noire VIP avec une limite de 2 millions de $. Je l'ai passée hier pour acheter des choses. Parfaitement bien. Comment pourrait-elle être bloquée? Repassez-la tout de suite. Être silent et affecter les clients VIP. J'appellerai votre siège social et vous ferez virer. C'est ça, a ajouté Valérie, croisant les bras. La machine de votre magasin doit être en panne. Mon Théo est le vice-président d'une énorme entreprise. Il a plus d'argent sur sa carte que vous ne pouvez en glisser en une vie. Vérifiez à nouveau. Vous gâchez notre humeur de shopping. Se faisant crier dessus, le visage de la caissière a montré une certaine agacement, mais elle a gardé une attitude professionnelle. Elle a essayé une troisième fois, utilisant même un terminal de points de vente différent, mais le résultat était toujours le message de refus rouge. À ce moment-là, le gérant du magasin était sorti. Monsieur, nous avons tout essayé, mais votre carte a bien été gelée par la banque émettrice. Cette erreur provient de votre banque, pas de notre système. Si vous n'avez pas d'autres moyens de paiement, nous devrons annuler cette facture. Il y a beaucoup d'autres clients qui attendent ici. Le visage de Théo a commencé à passer d'un rose suffisant à un rouge vif d'embarras. Plusieurs acheteurs fortunés autour d'eux ont commencé à prêter attention. Les murmures lui sont parvenus aux oreilles. Aux yeux de l'élite de l'Upper East Side ici, entrer dans une boutique de luxe et se voir refuser une carte est une expérience totalement humiliante. Théo a fouillé frénétiquement dans son portefeuille, sortant 2 autres cartes de crédit. C'étaient des cartes de niveau standard d'autres banques qu'il utilisait pour les petites dépenses. Tenez, passez-moi ces 2-là. Dépêchez-vous. La banque est ridicule. J'appellerai et les insulterai plus tard.
Mais la tragédie était que depuis le petit matin, l'équipe financière d'Aurore avait envoyé des avis pour geler la totalité de la cote de crédit de Théo à travers le système interbancaire. Ces cartes éparses avaient des limites basses au départ, et combinées au blocage des transactions inhabituelles, elles ne pouvaient évidemment pas couvrir l'énorme montant. Les bips d'erreur continue ont retenti comme des gifles invisibles directement au visage du vice-président. Les lèvres de la maîtresse ont commencé à trembler. Elle a retiré sa main du bras de Théo. Ses yeux se sont remplis de suspicion mêlée de déception. Théo transpirait abondamment, arrachant précipitamment les cartes à la caissière et entraînant Valérie rapidement hors du magasin, au milieu du dédain du personnel et des regards apitoyés des badauds. Le système bancaire doit être en panne globalement aujourd'hui, chérie. Théo balbutia. Allons déjeuner d'abord. Quand le système se stabilisera cet après-midi, je reviendrai et je te l'achèterai. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, siffla Valérie. Tu es un vice-président important, et tu ne peux même pas acheter un sac, me faisant passer pour une blague. Je ne mange plus. Va chercher la voiture. Je suis fatigué. Théo déglutit difficilement, silencieusement, menant sa maîtresse au parking souterrain du centre commercial. Il appuya sur la clé intelligente de sa familière Mercedes classe S, mais il n'y eut aucun bip en réponse. Les lumières de la voiture ne clignotèrent pas. Quand il se dirigea vers la section VIP du parking, la scène devant lui le figea sur place. Une dépanneuse lourde soulevait sa Mercedes noire brillante. Plusieurs personnes en uniforme de sécurité de la banque et des agents de sécurité du bâtiment se tenaient à proximité, prenant des notes. Théo paniqua et se précipita en avant, hurlant « Eh, qu'est-ce que vous faites ? Posez ma voiture. Qui vous a autorisé à remorquer ma voiture ? Vous me cambriolez en plein jour ? Excusez-moi, êtes-vous monsieur Théo ? Demanda un homme en costume. Nous sommes des représentants de la banque prêteuse en vertu du contrat de prêt automobile numéro 284. Le garant de paiement de ce véhicule a officiellement retiré sa lettre de garantie et cessé de payer les intérêts. De plus, nous avons découvert des signes de fraude de revenus dans votre demande initiale. La banque a émis une ordonnance de recouvrement anticipé des actifs. Voici l'avis de saisie. Signez-le afin que nous puissions faire notre travail. Garantie quoi ? Recouvrez quoi ? J'ai acheté cette voiture avec mon propre argent. L'argent est déduit directement de mon compte courant chaque mois. Vous avez commis une erreur massive. Laissez-moi appeler votre directeur d'agence. Je suis un client VIP. Monsieur Théo, vous devriez vérifier vos comptes à nouveau. Au cours des 3 dernières années, le flux de trésorerie déposé sur votre compte pour rembourser cette voiture provenait d'une société financière sous un autre nom, et non de vos fonds personnels. Ce matin, cette société a cessé de virer des fonds. Vous n'avez actuellement absolument aucune capacité de paiement. Nous exigeons que vous vous écartiez afin que nous puissions accomplir nos fonctions. La dépanneuse s'éloigna lentement, emportant la supercar. Symbole d'un faux succès dont Théo était si fier, hors du parking. Théo resta abasourdi, tenant une clé intelligente devenue complètement inutile. La maîtresse Valérie se tenait à côté de lui, toute couleur s'étant drainée de son visage. Elle commença à réaliser que le vice-président en vogue auquel elle s'accrochait semblait n'être rien de plus qu'une coquille vide et sans le sou. Qu'est-ce que cela signifie, Théo ? Voiture saisie, carte gelée. Vous vous attendez à ce que je prenne le métro pour rentrer chez moi. Vous avez dit que vous étiez incroyablement riche. Attendez, laissez-moi une seconde pour appeler et demander. Il doit y avoir une erreur. La banque a fait une bêtise. Je vais les poursuivre en justice. Rentrons d'abord en Uber. Nous trouverons une solution à la maison. J'ai fermé mon iPad, souriant. Un Uber pour rentrer à la maison. Théo ? Vous ne comprenez toujours pas ? La maison où vous prévoyez de rentrer n'est plus la vôtre non plus. Le jeu ne fait que commencer sa partie la plus excitante. Les dominos étaient tombés, et aucune force ne pouvait arrêter le poids pur de cet effondrement. Pendant que Théo transpirait à grosses gouttes dans le parking souterrain, s'agitant pour appeler une application de covoiturage bon marché pour ramener sa maîtresse à la maison, au luxueux manoir des Hantons, Marguerite vivait les derniers instants suffisants de sa vie. Je pouvais facilement imaginer la scène à travers les caméras de sécurité ring dans le salon. Elle était assise majestueusement sur le canapé en cuir importé, une assiette de fruits coûteux sur la table. Elle était au téléphone, bavardant bruyamment avec ses vieilles amies de sa ville natale.
Oh, s'il vous plaît. Je viens de jeter ma belle-fille hors de la maison ce matin, ayant donné naissance à une fille inutile et répondant à sa belle-mère. Mon Théo est vice-président. Il ne manque pas de filles qui le poursuivent. Ce matin même, il a ramené une belle jeune fille à la maison. Ce manoir, cette voiture de luxe, mon fils a tout gagné. Je mérite de profiter de ses bénédictions. Je n'ai pas le temps de servir un parasite. Juste au moment où elle riait hystériquement, la sonnette a retenti frénétiquement. Marguerite a ajusté sa robe de soie, a levé le menton, agissant comme la maîtresse de maison, et a pris son temps pour se diriger vers la porte. Elle pensait probablement que son fils et la nouvelle belle-fille revenaient avec des piles d'articles de créateurs nouvellement achetés de la 5e avenue. Mais au moment où le portail en fer s'est ouvert, le sourire sur ses lèvres s'est instantanément figé. Devant le portail ne se tenait pas Théo. Se tenait là mon avocat, Cédric, dans un costume noir impeccable. Derrière lui se trouvaient 2 agents de banque tenant d'épais dossiers et 3 agents de sécurité de la communauté, l'air sévère. Qui êtes-vous? Qui cherchez-vous? Sonnez à ma porte comme des fous. Savez-vous que c'est la maison du vice-président Théo? Bonjour, madame. Je suis le représentant légal du véritable propriétaire de ce domaine et voici le représentant de la banque. Nous sommes ici pour exécuter l'ordonnance de saisie sur la propriété hypothéquée et exiger que toute personne non autorisée quitte les lieux immédiatement. Saisie? Vrai propriétaire quoi? Surveillez votre langage. Cette maison a été achetée par mon fils Théo avec son propre sang, sa sueur et ses larmes. Êtes-vous des escrocs qui viennent ici pour voler notre maison? J'appelle la police tout de suite. Vous pouvez appeler la police si vous le souhaitez. Cela ne fera que nous aider à finir plus vite. Madame, ce manoir est effectivement au nom de Théo sur le contrat hypothécaire, mais tous les paiements, du tout premier acompte jusqu'à présent, ont été transférés d'une entreprise appartenant à mademoiselle Victoire Dubois, votre belle-fille. Ce matin, mademoiselle Dubois a demandé le divorce. Simultanément, son entreprise a officiellement résilié la garantie de la dette et a demandé à la banque de reprendre la propriété, car l'emprunteur a perdu la capacité de payer. La banque a émis un avis de saisie immobilière. Veuillez examiner ce document avec le cachet officiel du tribunal. Marguerite a arraché le papier, ses yeux flous luttant pour lire le texte en gras. Quand elle a vu le nom Victoire Dubois et la décision de saisie, elle a eu l'impression que tous les os de ses jambes avaient disparu. Elle a trébuché en arrière, sa bouche balbutiant de manière incohérente. Elle a frénétiquement sorti son iPhone pour appeler son fils. Quelques minutes plus tard, un Uber basique a freiné brusquement devant le portail du manoir. Théo et Valérie en sont sortis, les visages hagards, les chemises trempées de sueur. Voyant la foule à sa porte, Théo s'est précipité, paniqué. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi y a-t-il des gens de la banque ici? Théo, tu es enfin à la maison. Ils disent que cette maison appartient à Victoire. Ils essaient de voler notre maison. De nous jeter à la rue. Clarifie ça tout de suite. Tu m'as dit que tu avais acheté ça avec ton propre argent. Théo a regardé l'avocat Cédric, puis les agents de la banque. Un frisson glacial lui a parcouru le dos. Ce matin, il avait perdu sa voiture, sa carte noire, et maintenant ils étaient à sa porte. Une horrible prémonition le frappa, l'étouffant. Bonjour, monsieur Théo. Je suppose que vous venez de recevoir l'avis de la banque concernant la Mercedes. Ce manoir partage exactement le même sort. Votre garantie financière a été révoquée. Vous avez actuellement une dette massive en souffrance que vous ne pouvez pas payer. Cette maison sera saisie immédiatement pour être mise aux enchères. Nous exigeons que vous et votre famille fassiez vos valises et que vous partiez. Impossible. Comment pouvez-vous révoquer la garantie? Je suis un partenaire stratégique d'Aurore Holdings. Mon projet vaut des millions. J'ai largement de quoi payer cette dette. Donnez-moi jusqu'à ce que mes décaissements de projet arrivent. J'achèterai cette maison directement. Donnez-moi encore une semaine. Monsieur Théo, n'avez-vous pas consulté les nouvelles, dit Cédric froidement. Aurore Holdings a unilatéralement résilié tous les accords d'entrepreneur général avec votre entreprise il y a 2 heures en raison de la découverte de fraude matérielle. Votre flux de trésorerie a été complètement coupé. Votre entreprise n'a actuellement non seulement aucun décaissement, mais est confrontée à une faillite au titre du chapitre 11 et à des poursuites massives pour dommages-intérêts. Vous n'avez plus aucune source de revenus.
Les mots de Cédric ont explosé comme une bombe sur la tête de Théo. Contrat résilié, capital retiré, faillite. Ces mots étaient si assourdissants qu'il a vacillé et s'est effondré sur les marches en pierre du manoir. Tout ce qu'il avait péniblement construit, sa puissante façade d'entreprise, la fortune dont il se vantait, a instantanément disparu en fumée. En moins d'une demi-journée, la maîtresse Valérie a assisté à tout cela. Elle n'était pas stupide. Entendant le mot faillite, elle a immédiatement compris que l'homme devant elle n'était plus qu'une charge sans le sou. Elle a retroussé les lèvres, tapé du pied et ricané. Alors, vous m'avez menti, vice-président de plusieurs millions de dollars, mon cul. Tout est emprunté et hypothéqué. Dieu merci, je ne me suis pas trop impliqué avec vous. Dégagez de mon chemin. Quelle terrible malchance de me retrouver avec un perdant fauché qui se prend pour un grand personnage. Valérie, Valérie, où vas-tu? Reste avec moi. Je vais recommencer. Mais la maîtresse n'a même pas regardé en arrière. Elle a attrapé son sac de créateur, a marché directement vers la route principale, a hélé un autre taxi et a disparu, laissant l'amant qui lui avait promis le monde la veille assis à plat sur le béton. Marguerite a hurlé tragiquement, se roulant sur le sol en briques, maudissant les cieux, maudissant la banque. Mais la loi n'a pas de place pour les larmes de crocodile. L'équipe de sécurité est intervenue, ordonnant à Théo et à sa mère de quitter les lieux. Ils n'étaient pas autorisés à emporter d'actifs de valeur autre que les vêtements qu'ils portaient, car tout l'intérieur était scellé par la banque. Cet après-midi-là, New York a été frappé de manière inattendue par un orage massif. La mère et le fils, qui m'avaient arrogamment poussé dehors alors que j'étais aux portes de la mort, étaient maintenant chassés des portes du manoir par des gardes de sécurité les mains complètement vides, tremblants et trempés sous la pluie glaciale. Tout ce qui était emprunté devait finalement être rendu intact. La nuit est tombée dans la suite présidentielle du parc Hyatt. J'ai tranquillement appliqué un masque facial, entendant parfois le doux murmure de Liliane dans son sommeil profond. L'iPhone sur la table vibrait continuellement avec les rapports de mon assistante. L'entreprise de Théo était complètement paralysée. Créanciers, entrepreneurs et fournisseurs de matériaux, en lisant la nouvelle, ont encerclé son siège social, réclamant leur argent. Le téléphone de Théo débordait d'appels, lui, un cadre très recherché. Il était officiellement devenu le débiteur le plus recherché de la ville. Théo n'était pas assez stupide pour ne pas réaliser qu'une main géante orchestrait toutes ces tragédies. Les cartes gelées, la voiture remorquée, la maison saisie et les fonds de l'entreprise retirés, tout cela se produisant simultanément et précisément à la minute près par une puissance suprême. Dans sa panique extrême et son désespoir absolu, il s'est soudainement souvenu des mots que j'avais prononcés ce matin dans la chambre. Avocat Cédric, retirez tout capital anonyme d'Aurore Holdings. Saisissez le manoir. Au début, il pensait que c'était le délire d'une femme folle après l'accouchement, mais maintenant tout s'alignait si parfaitement que cela lui donnait des frissons. La coïncidence brisa son ego lâche. Il décida d'aller au sommet pour implorer une réponse. Le lendemain matin, malgré la chasse aux créanciers, Théo s'est éclipsé, vêtu d'un sweat à capuche et d'une casquette de baseball, et a pris le métro directement jusqu'au gratte-ciel de Midtown, le siège d'Aurore Holdings. En entrant dans le hall de l'entreprise, Théo ressemblait à un mendiant égaré dans un palais, complètement débraillé, sa chemise froissée, sa barbe négligée, il a couru vers la réception, sa voix rauque et désespérée. « Mademoiselle, laissez-moi voir votre PDG. Je suis Théo, l'entrepreneur général du projet Sud. Il doit y avoir une énorme erreur. Je vous implore d'informer le PDG. J'ai besoin de le voir pour m'expliquer. S'il vous plaît. » La réceptionniste avait déjà reçu ses ordres. Elle a souri professionnellement, indiquant l'ascenseur privé réservé à la suite. « Monsieur Théo, notre PDG vous attend depuis le petit matin. Veuillez monter au 45e étage, salle de conférence VIP numéro 1. » Théo était stupéfait. Il ne s'attendait jamais à obtenir une rencontre si facilement avec le PDG incroyablement puissant et anonyme d'Aurore Holdings. Un dernier rayon d'espoir a jailli dans sa tête, pensant qu'il pourrait utiliser son éloquence pour convaincre le PDG de retirer l'ordre, lui donnant une chance de recommencer. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Un couloir recouvert de moquettes moelleuses menait à la salle de conférence VIP, silencieuse comme un sanctuaire. Deux hommes massifs en costume noir ont poussé les doubles portes géantes pour que Théo entre. L'espace à l'intérieur était immense avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur les gratte-ciel de Manhattan. Au fond de la pièce,
une gigantesque chaise de direction en cuir était tournée dans la direction opposée. Théo s'est approché avec soumission, le dos courbé, se frottant les mains avec une peur tremblante. Il a parlé d'une voix étranglée et flatteuse. « Bonjour, PDG. C'est Théo. Je ne sais pas comment je vous ai offensé pour que la société retire des fonds si soudainement. Je vous jure, la qualité de nos matériaux est toujours garantie. S'il vous plaît, soyez miséricordieux. Donnez-moi une dernière chance de réparer cela. Si mon entreprise fait faillite, ma famille sera forcée de vivre dans la rue pour mourir de faim. S'il vous plaît, ayez pitié. » Un silence de mort planait sur la pièce. J'étais assise sur la chaise en cuir, faisant tourner nonchalamment un stylo dans ma main. La mendicité lâche de l'homme qui m'avait jadis arrogantement traité de parasite sonnait si pathétique. J'ai lentement posé mes pieds sur le sol et l'énorme chaise en cuir a pivoté à 180 degrés pour que je puisse faire face à l'homme qui s'inclinait et rampait devant moi. Je portais un tailleur pantalon blanc immaculé, exudant une autorité absolue. Mes yeux, froids comme la glace, bras croisés, fixaient directement les yeux de Théo. Votre famille forcée de vivre dans la rue pour mourir de faim. Quelle coïncidence. C'est exactement ce que j'ai prévu pour vous. Entendant la voix familière, Théo a levé la tête. Ses pupilles se sont rétrécies à la taille de tête d'épingle. Sa mâchoire est tombée, ses yeux se sont révulsés, tout son corps s'est raidi comme frappé par la foudre. Son visage est devenu pâle, puis cendré. Il a trébuché de 3 pas en arrière, s'écrasant contre le bord de la table de conférence, balbutiant de manière incohérente. « Victoire, Victoire, pourquoi êtes-vous ici ? Quoi ? Qu'est-ce que vous portez ? Pourquoi avez-vous pénétré dans le bureau du PDG ? Êtes-vous folle ? Combien de fois allez-vous encore m'embarrasser ? » Jusqu'à cette seconde, son cerveau superficiel ne pouvait toujours pas accepter la vérité. Il pensait toujours que je n'étais qu'une femme destinée à être une couveuse. Comment pouvais-je être assise majestueusement dans le siège le plus puissant de cet empire de plusieurs millions de dollars ? J'ai éclaté de rire, mon rire résonnant dans la pièce. Théo, oh, Théo, ouvrez vos yeux délirants et étroits et regardez attentivement. Regardez ce que dit le nom sur ce bureau. Regardez qui a approuvé tous les contrats qui ont maintenu votre entreprise poubelle en vie pendant les 3 dernières années. Regardez qui vous a nourri, vous et votre mère. Vous a acheté le titre de vice-président pour que vous puissiez vous montrer au monde. Seulement pour que vous rameniez une fille à la maison et piétiniez la personne même qui vous a tout donné. J'ai violemment jeté une pile de documents originaux d'Aurore Holdings et de papiers d'entreprise, une procuration exécutive estampillée de sceaux officiels et portant mon nom, Victoire Dubois, directement à son visage. Les papiers blancs ont voltigé sur le tapis. Tremblant, Théo les a ramassés pour les lire. Chaque mot était comme un coup de marteau brisant ses grandes illusions en 1000 morceaux. La vérité nue et brutale était mise à nu devant ses yeux. La personne qu'il méprisait, la personne que sa mère maudissait comme une parasite, était la reine absolue qui contrôlait toute sa vie. Les succès dont il était si fier, les contrats dont il se vantait, n'étaient que des jouets que je lui lançais pour mon divertissement. Théo s'est effondré à genoux sur le sol, les larmes et la morve coulant sur son visage creusé. Il a réalisé qu'il avait personnellement brisé la plus grande mine d'or de sa vie juste à cause de sa luxure et de sa stupidité. Ce choc était plus dévastateur que n'importe quelle faillite. Le rideau de secret était déchiré, et le prédateur arrogant d'il y a quelques jours n'était plus qu'un ver se tordant, attendant d'être écrasé. À peine 3 jours plus tard, le jour où le secret de la salle de conférence VIP a été révélé, New York a été frappé par une dépression tropicale. Des pluies torrentielles ont déferlé sans discontinuer du matin au soir, transformant les rues en rivières grises et glaciales. Pour moi, assise dans le bureau du PDG au 45e étage, sirotant un thé à la camomille chaud et regardant la ville à travers le verre trempé, cette pluie apportait une sensation étrangement paisible et relaxante. Mais pour Théo et sa mère, cette pluie était le châtiment le plus brutal que le ciel pouvait déchaîner sur leur corps malmené. J'étais en train d'examiner attentivement le rapport financier trimestriel lorsque mon assistante personnelle a frappé et est entrée, l'air légèrement troublé. Elle a rapporté qu'il y avait 2 sans-abri qui faisaient une scène dans le hall en bas. L'équipe de sécurité avait essayé de les chasser, mais ils refusaient absolument de partir. Ils étaient juste agenouillés sous la pluie battante, hurlant mon nom et suppliant de voir la PDG Victoire Dubois. Je n'avais même pas besoin de vérifier les caméras de sécurité pour savoir exactement qui étaient ces 2-là. Chassés du manoir sans un sou,
sans aucun parent osant les accueillir de peur d'être impliqués dans les dizaines de millions de dollars de dettes d'entreprise. Théo et sa mère avaient été poussés dans une impasse. Je me suis levé, j'ai ajusté mon blazer noir et élégant, je suis monté dans l'ascenseur et je suis descendu directement au rez-de-chaussée. Je voulais voir de mes propres yeux la posture rampante de ceux qui avaient jadis arrogamment piétiné ma vie et celle de mon enfant. Les portes vitrées du bâtiment se sont ouvertes. L'air glacial de la tempête a frappé mon visage. 2 gardes de sécurité massifs ont immédiatement ouvert de grands parapluies noirs pour me couvrir la tête. En passant les luxueuses marches de marbre, la scène qui m'a frappé était tragique au-delà de l'imagination. Sous la pluie battante, Théo et Marguerite étaient agenouillés sur le pavé trempé. Leurs vêtements étaient couverts de boue, déchirés et imprégnés de l'odeur aigre de personnes qui n'avaient pas pris de bain ni mangé un repas décent depuis des jours. Le visage de Marguerite, la femme qui se moquait autrefois avec arrogance de moi, une parasite de petite ville, était maintenant ridée et pâle par le froid. Ses yeux enfoncés remplis de terreur. Théo était encore plus pathétique. Les mains qui portaient autrefois des montres Rolex tremblaient maintenant violemment, agrippant le bras de sa mère, se cachant comme un chien errant battu. Dès qu'elle a vu mes talons aiguilles de créateur s'approcher, Marguerite a agi comme si elle avait attrapé sa dernière bouée de sauvetage. Elle a abandonné toute dignité, se jetant en avant, entourant mes jambes de pantalon de ses bras, les larmes et la morve coulant, se mêlant à la pluie. Victoire, Victoire, je vous en supplie. Je suis à genoux, je vous en supplie. Ayez pitié de cette vieille femme. Ayez pitié de Théo. Il connaît ses erreurs maintenant. Ces derniers jours, nous avons dû dormir sur les grilles du métro, fouillant dans les poubelles pour trouver des bagels restants. Les créanciers ont engagé des voyous pour nous chasser partout, menaçant de briser les jambes de Théo. Donnez-nous une porte de sortie, Victoire. Après tout, je suis la grand-mère de votre fille. Théo est son père biologique. Pardonnons et oublions. Personne ne frappe quelqu'un qui revient s'excuser. Je vous en supplie. Grand-mère, père biologique. Chaque mot qui sortait de la bouche de cette femme me donnait des hauts-le-cœur de dégoût. Quand elle avait de l'argent, quand elle était assise sur ma fortune, elle appelait ma fille l'inutile, porte-malheur. Elle m'a interdit d'appeler le 911 depuis la maison. Maintenant, acculée, elle a ressorti les mots au lien du sang pour s'en servir de bouclier. J'ai froidement retiré ma jambe, faisant un pas en arrière pour me distancer de son contact sale. J'ai baissé les yeux, mon regard aussi acéré qu'un rasoir, transperçant directement le visage froid et ridé de Marguerite. Ma voix était stable, pas forte, mais assez puissante pour percer la pluie et s'incruster directement dans leur cerveau. Marguerite, n'utilisez pas le nom de ma fille pour la salir. Avez-vous oublié? Cette nuit où mes os se sont rompus, quand le sang s'accumulait à mes pieds, quand je me suis cogné la tête, vous suppliant d'appeler une ambulance. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit que j'étais sale. Vous avez claqué la porte et m'avez laissé mourir. À ce moment-là, vous souveniez-vous que vous étiez sa grand-mère? Ou étiez-vous juste occupé à espérer que j'aurais une fille pour que vous ayez une excuse pour me jeter dehors et faire venir cette maîtresse? Victoire, Victoire, c'était ma faute. Théo sanglota. C'était uniquement parce que j'étais stupide. Parce que j'étais ensorcelé par cette Valérie. Elle m'a menti quand elle a découvert que j'étais en faillite. Elle a volé ma dernière montre et mon portefeuille et s'est enfuie sans laisser de traces. C'est une sans cœur et impitoyable. Seulement vous. Seulement vous êtes ma merveilleuse femme. Vous pouvez me frapper, me maudire comme vous voulez, mais s'il vous plaît, retirez la plainte. S'il vous plaît, dégelez mes comptes et donnez-moi une porte de sortie. Je promets qu'à partir de maintenant, je travaillerai comme gardien de sécurité, comme concierge pour votre entreprise, vous servant, vous et notre fille, pour le reste de ma vie. Je vous en supplie. Je ne veux pas aller en prison, Victoire. Théo a frappé à plusieurs reprises son front contre le béton mouillé, les coups sourds résonnant dans la tempête. Ses excuses étaient si bon marché et risibles. Dépouillé de ses derniers biens par sa maîtresse et jeté à la rue. Ses yeux s'étaient enfin ouverts. Les hommes, dans la gloire, méprisaient leurs femmes en postpartum. Une fois ruinés et indigents, ils demandent à revenir et à jouer le rôle du père modèle. Où diable existe une logique aussi ridicule? J'ai croisé les bras, regardant l'homme se prosterner à mes pieds comme un ver de terre se tordant dans la saleté. Le chagrin d'il y a 3 ans s'était complètement évaporé, ne laissant qu'un mépris absolu.
vous dites qu'elle est sans cœur et impitoyable? Non, elle est en fait assez intelligente. Les déchets vont à la poubelle. Comment peuvent-ils être placés sur une table de banquet? Théo, quand vous les traîniez sur mon lit conjugal pendant que j'étais couverte de bandages chirurgicaux, avez-vous pensé à cette fin? Pensez-vous que je suis un centre de recyclage? Vous avez détourné de l'argent de mon entreprise, falsifié des factures de matériaux, causant des dizaines de millions de dollars de pertes, et maintenant vous me dites de retirer les accusations. Si j'étais si facile, je n'aurais jamais pu m'asseoir sur ce fauteuil de PDG. Oh mon Dieu, ciel et terre, vous nous poussez à notre perte. Voyant qu'elle ne pouvait pas mendier avec une fausse sincérité, la vraie nature de Marguerite, la Karen, est réapparue. Elle a levé la tête vers le ciel, hurlant et maudissant, faisant délibérément une scène pour attirer l'attention des passants, espérant utiliser la pression publique pour me forcer à céder. Vous êtes un serpent venimeux. Vous êtes rancunière. Vous n'aurez pas une bonne fin. Vous avez de l'argent, mais vous êtes mauvaise. Vous. Mais elle s'était trompée. Dans cette ville, le pouvoir financier dicte l'opinion publique. J'ai tourné la tête vers le chef de la sécurité et j'ai hoché légèrement la tête. Appelez la police de New York. Signalez des sans-abri qui causent des troubles à l'ordre public et menacent la sécurité du personnel du bâtiment. Appelez aussi ces usuriers qui recherchent Théo et faites-leur savoir où ils se trouvent actuellement. Laissez-les régler ça entre eux. En entendant les mots usuriers, Théo a poussé un cri de terreur. Il a sauté, attrapant le bras de sa mère, ne se souciant pas de ses jambes douloureuses. Ils se sont précipités et ont couru pour sauver leur vie dans les ruelles sombres de Manhattan. Sous la pluie blanche aveuglante, leurs silhouettes pathétiques ont rétréci et disparu. Je me suis retourné et je suis retourné dans le hall lumineux et éclairé de cristal du bâtiment. Pas une once de pitié. Pas une seule larme n'est tombée. Faire preuve de miséricorde envers ses ennemis, c'est être cruel envers soi-même. La pluie dehors laverait toutes les traces sales qu'ils avaient laissées derrière eux. Les lâches pensent toujours qu'une larme tardive peut laver les milliers de coups de couteau qu'ils ont infligés aux autres, mais ils oublient que les blessures peuvent guérir, mais les cicatrices restent à jamais. Et j'utiliserai ces cicatrices pour me rappeler de ne plus jamais baisser la tête devant qui que ce soit. 4 mois se sont écoulés depuis la fin du procès de divorce et de partage des biens devant la Cour suprême de l'État de New York. L'atmosphère dans la salle d'audience était étouffante, solennelle et glaciale. J'étais assise à la table du plaignant, vêtu d'un tailleur pantalon noir élégant, mes cheveux tirés en arrière, mon comportement aussi calme que la surface d'un lac d'automne. À mes côtés se trouvait l'avocat Cédric, mon atout-maître, avec d'épaisses piles de dossiers de preuves impeccablement organisés. En face, Théo était affalé à la table du défendeur. Après des mois à fuir et à se cacher des créanciers, l'ancien vice-président fringant était maintenant si hagard qu'il était presque méconnaissable. Ses cheveux grisonnaient, ses orbites étaient noires de jais, et le costume qu'il portait était ample, vieux et sentait le rassis. Marguerite était assise derrière lui dans la galerie, essuyant constamment ses larmes avec un mouchoir, complètement dépouillée de son comportement agressif et injurieux habituel. Devant la majesté de la loi, les voyous rusés sont toujours exposés comme des rats, terrifiés par la lumière. Lorsque le juge a frappé son marteau pour ouvrir le procès, l'avocat de Théo, un défenseur public qui lui avait été attribué faute de moyens pour un avocat privé, a commencé à présenter leur demande. Votre honneur, mon client, Théo, accepte le divorce. Cependant, concernant les biens, mon client demande un partage à 50/50 des biens matrimoniaux acquis pendant le mariage, y compris le manoir des Hantons, la Mercedes. Et la moitié des actions d'Aurore Holdings actuellement détenues par Mademoiselle Dubois. Mon client soutient que pendant le mariage, Mademoiselle Dubois a dissimulé son identité et caché secrètement des biens, causant de graves dommages aux droits légaux de son mari. De plus, mon client demande également la garde exclusive de l'enfant, car Mademoiselle Dubois est actuellement trop occupée par ses affaires professionnelles pour avoir le temps de s'occuper de l'enfant. En entendant ces arguments éhontés, j'ai juste souri. Même devant le juge, la cupidité et le délire de Théo n'avaient pas diminué le moins du monde. Pensait-il que le système juridique américain était une plaisanterie? Il pensait que ma dissimulation d'identité était une bouée de sauvetage à laquelle il pouvait s'accrocher pour réclamer une part de ma fortune. J'ai jeté un coup d'œil à l'avocat Cédric et j'ai légèrement hoché la tête. Cédric s'est redressé, sa voix grave, résonnante et ferme, lançant la première contre-attaque. Votre honneur, les demandes de la défense sont complètement sans fondement et constituent une diffamation. Premièrement,
Concernant les biens, le manoir et la Mercedes, bien que sous le nom de Monsieur Théo sur les contrats de prêt, ont en réalité été saisis et repris par la banque il y a des mois en raison du défaut de paiement de Monsieur Théo. Ces biens appartiennent actuellement à la banque et ne sont plus des biens matrimoniaux à partager. De plus, tous les paiements antérieurs ont été prouvés provenir des comptes offshore personnels de ma cliente, Mademoiselle Victoire Dubois, établis avant le mariage. Le visage de l'avocat adverse a commencé à avoir l'air troublé. Théo s'est penché en avant frénétiquement, claquant sa main sur la table. Objection. Elle m'a délibérément tendu un piège. Elle m'a trompé en me faisant signer les prêts, puis elle a délibérément coupé le financement pour que la banque saisisse, juste pour me chasser de la maison. Ses actions dans Aurore Holdings sont montées en flèche pendant les 3 ans où j'étais son mari. J'y ai contribué. Je dois recevoir ma part. Monsieur Théo, vous devez rester calme au tribunal, a averti le juge. L'avocat Cédric a continué à porter le deuxième coup fatal, déchirant complètement la prétention de contribution de Théo. Votre honneur, concernant les actions d'Aurore Holdings, je voudrais soumettre au tribunal un accord prénuptial légalement notarié signé par Mademoiselle Dubois et Monsieur Théo avant l'enregistrement de leur mariage. Il stipule clairement que tous les actifs, entreprises, actions et bénéfices générés par Aurore Holdings sont la propriété séparée et exclusive de Mademoiselle Dubois. Monsieur Théo n'a aucun droit d'interférer ou de les partager sous quelque forme que ce soit. Monsieur Théo a volontairement signé ce document. Théo avait l'air d'être étranglé. Il regardait avec de grands yeux le papier portant sa propre signature projetée sur l'écran. Il y a 3 ans, quand je lui avais tendu ce papier en disant que j'avais quelques milliers de dollars de dette d'une entreprise universitaire ratée. Il était si terrifié de devoir assumer mes prêts étudiants qu'il avait joyeusement signé l'accord de séparation des biens immédiatement sans même le lire attentivement. Un homme intelligent peut calculer tout ce qu'il veut, mais il meurt finalement de sa propre myopie et de son égoïsme. Mais ma vengeance ne s'arrêtait pas là. Le prix de la trahison n'était pas seulement de partir les mains vides. Ce devait être un abîme de désespoir. Et votre honneur, non seulement nous rejetons la demande de partage de biens du défendeur, mais nous déposons également une contre-plainte. Pendant son mandat d'entrepreneur général pour les projets d'Aurore Holdings, Monsieur Théo a abusé de sa position pour falsifier des registres de paiement, détourner des matériaux et causer des dommages à notre société partenaire, s'élevant à 23 millions de dollars. Les dossiers d'audit et les preuves de transfert de fonds vers le compte personnel de sa maîtresse ont été soumis au bureau du procureur de district pour une enquête criminelle. Cette dette de 23 millions de dollars est une dette distincte résultant des actions personnelles illégales de Monsieur Théo. Mademoiselle Dubois n'a absolument aucune responsabilité conjointe. Théo s'est effondré sur la table. Marguerite, à l'arrière, a poussé un cri à glacer le sang et s'est évanouie. Les huissiers ont dû faire venir une civière pour l'emmener à l'infirmerie. 23 millions de dollars. Pour moi, ce chiffre n'était qu'un petit projet commercial. Mais pour un homme sans le sou qui avait perdu tout son honneur, entouré d'usuriers et de créanciers, c'était une condamnation à mort. C'étaient les chaînes financières qui l'attacheraient pour le reste de sa vie. Concernant la question de la garde, je n'ai même pas pris la peine de laisser l'avocat Cédric parler. Je me suis levé moi-même, tenant la clé USB contenant les images de la caméra de sécurité Ring de Théo et de sa maîtresse Valérie se roulant nus sur notre lit conjugal. La nuit même où j'étais allongé sur la table d'opération, entre la vie et la mort. La vidéo a été diffusée. Les sons immondes ont résonné dans la solennelle salle d'audience. Les yeux du juge regardant Théo étaient remplis d'un dégoût absolu. Votre honneur, un homme qui utilise l'argent de sa femme pour financer une maîtresse, abandonnant sa femme face à la mort sur la table d'opération, un homme au mode de vie dépravé qui a gravement violé les lois du mariage et de la famille, actuellement au chômage. Endetté de plusieurs dizaines de millions et faisant face à une peine de prison d'État imminente. Je demande, par quelle autorité morale, avec quelle capacité financière, exige-t-il le droit d'élever un nouveau-né? Je demande au tribunal de le priver complètement de ses droits de garde, et il n'est autorisé aucune visite sans mon consentement afin d'éviter de polluer l'environnement dans lequel ma fille grandit. Chaque mot que je prononçais était ferme et froid, coupant toute dernière voie de survie à Théo. Il enfouit sa tête dans ses bras, ses épaules tremblant violemment. Des sanglots de regret tardif et d'humiliation totale résonnaient. Mais les regrets d'un animal ne valent pas un sou. Le son du marteau du juge a retenti, fort et clair, rendant le verdict, accordant le divorce, rejetant toutes les demandes de partage de biens du défendeur, accordant la garde légale et physique exclusive absolue à la plaignante, Victoire Dubois.
transférant les dossiers concernant la fraude financière de Théo au procureur de district pour poursuite pénale. Le procès a été ajourné. Je suis sorti de la salle d'audience, la tête haute et fière. Le ciel de New York était d'un soleil éclatant. Théo a été escorté par 2 agents de la NIP vers un fourgon de transport pour être inculpé de fraude criminelle et de grand larcin. Alors qu'il passait devant moi, il a levé ses yeux injectés de sang et désespéré pour me regarder. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai même pas cligné des yeux, marchant directement vers la Maybach qui m'attendait. Le passé sordide avait été nettoyé, et l'avenir pour moi et ma fille, à partir de ce moment, n'était que lumière. 4 ans se sont écoulés depuis la fin de ce procès de divorce. Les tempêtes, la haine, les longues nuits de frustration semblent avoir été érodées par le temps, ne laissant que des souvenirs pâles comme un vieux film. Je suis assise sur la pelouse luxuriante de ma ferme moderne au bord de la rivière Hudson, dans l'État de New York, que j'ai acheté il y a 2 ans. La douce brise de l'après-midi souffle dans mes cheveux, portant le parfum des rosiers que j'ai plantés moi-même. À quelques pas, le bébé Liliane, le minuscule nouveau-né rouge autrefois rejeté par sa grand-mère, est maintenant une belle et brillante petite fille de 4 ans, vêtue d'une robe de princesse blanche, courant et jouant avec un golden retriever. Ses rires nets et clairs résonnent dans le jardin, remplissant mon cœur d'un bonheur simple mais incroyablement solide. Ma vie est maintenant plus brillante et plus épanouissante que jamais. Aurore Holdings, sous ma direction directe, a connu une croissance exponentielle, s'étendant à de multiples branches de capital risque international. Mais ce qui me rend le plus fier, ce ne sont pas les chiffres massifs de profit sur les rapports financiers, mais le fait que j'ai construit seul un havre de paix et de sécurité absolue pour ma fille. Je ne me suis pas remarié, non pas parce que j'ai peur des hommes, mais parce que j'ai réalisé que le bonheur d'une femme ne doit pas nécessairement être défini par la présence d'un homme à ses côtés. Je suis moi-même la source de bonheur. Parfois, mes amis du monde des affaires me demandent si j'ai des nouvelles de Théo et de sa famille. Je me contente de sourire légèrement, en sirotant mon thé. Il y a des gens dont le prix à payer ne se termine pas seulement au tribunal, mais continue comme la punition persistante du karma. J'ai appris que Théo a été condamné à 5 à 10 ans de prison d'État à sécurité maximale pour grand larcin, fraude criminelle et détournement de fonds. L'homme arrogant qui portait des costumes Tom Ford sur mesure et des parfums coûteux porte maintenant une combinaison orange, effectuant des travaux forcés dans un centre correctionnel, comptant les jours qui s'estompent de sa jeunesse. Quant à Marguerite, après que son fils soit allé en prison, elle a perdu son seul soutien. Sa maison dans sa ville natale a également été saisie par les créanciers. La femme amère qui pointait autrefois du doigt et me maudissait doit maintenant compter sur un refuge pour sans-abri, recueillant de la ferraille pour survivre au jour le jour, portant toutes sortes de maladies de la vieillesse sans médicare pour couvrir les traitements. Concernant la maîtresse Valérie, après avoir volé les derniers biens restants de Théo et s'être enfuie, elle s'est liée avec un autre faux riche. Elle a finalement été surprise par sa vraie femme, battue à mort en pleine rue. Son apparence détruite. Elle a dû se cacher dans sa petite ville natale, n'osant plus jamais montrer son visage en ville. Le karma arrive souvent en retard, faisant croire à tort aux gens qu'il n'existe pas. Mais une fois le filet jeté, ceux qui vivent par la tromperie, la trahison et piétinent les liens du sang n'auront jamais une bonne fin. En repensant au chemin que j'ai parcouru, d'une femme soumise cachant ses talents pour servir un faux mariage à la nuit solitaire de la vie et de la mort sur la table d'opération. Et enfin, le renversement impitoyable de l'échiquier. J'ai soudain réalisé une profonde vérité. Nous, les femmes, sommes nées avec un pardon inhérent et un désir d'amour. Nous sommes prêtes à reculer. Sacrifiant notre jeunesse, sacrifiant nos carrières pour construire un foyer pour l'homme que nous aimons. Mais ce sacrifice n'est valable que s'il est placé au bon endroit, donné à la bonne personne. Si vous offrez votre pardon à une personne ingrate, vous ne recevrez rien d'autre que d'être piétiné. Ne croyez jamais au dicton, reste à la maison. Je m'occuperai du monde. Le monde d'un homme peut changer du jour au lendemain. Et quand la tempête frappe, si vous ne savez pas comment diriger votre propre navire, vous sombrerez au fond de l'abîme. La leçon la plus chère que j'ai tirée de mon propre sang et de mes larmes est l'indépendance. L'indépendance financière, l'indépendance mentale et l'indépendance émotionnelle. L'argent n'est pas tout. Il ne peut pas acheter le véritable amour, mais c'est le bouclier le plus solide, l'épée la plus tranchante pour protéger votre dignité quand elle est piétinée. Quand vous avez de l'argent et du cran, si quelqu'un vous poignarde, vous pouvez payer le meilleur hôpital privé pour soigner vos blessures vous-même. Puis relever la tête,
appelez votre avocat de haut vol et mettez cette personne en prison. Mais quand vous êtes les mains vides, vous ne pouvez que vous serrer les genoux, pleurer et implorer une pitié bon marché de la personne qui vous a blessé. La plus grande vengeance n'est pas une dispute publique bruyante, ni de jeter de l'acide ou de maudire en pleine rue. La vengeance ultime est de laisser le traître voir que sans lui, votre vie est toujours brillante, toujours florissante, et qu'il ne sera plus jamais qualifié pour se tenir au même niveau que vous. Lâcher prise parfois, ce n'est pas parce que nous avons pardonné les erreurs du méchant. Lâcher prise, c'est ainsi que nous libérons nos propres âmes, en éliminant les ordures du passé pour faire place à la chaleur du soleil de l'avenir. J'ai cessé de haïr Théo et sa mère il y a longtemps parce que s'inquiéter de la racaille au bas de la société ne fait que diminuer ma propre valeur nette. Liliane, viens ici, maman. Viens boire du jus et ensuite nous irons nous promener. En entendant mon appel, Liliane a laissé tomber son ballon et a couru dans mes bras. Ses petites mains douces ont enroulé mon cou, enfouissant ses cheveux parfumés au soleil contre ma poitrine. Maman Victoire, je t'aime plus que tout au monde. J'ai embrassé son front, prenant une profonde inspiration de l'air frais du soir. Dans cette vie, les tempêtes peuvent frapper à tout moment. Et le cœur des gens peut passer du blanc au noir en un clin d'œil. Mais tant que j'ai encore les mains qui ont créé cette fortune, cette tête froide et lucide, et l'amour illimité pour la petite vie dans mes bras, alors absolument personne ne pourra plus jamais nous blesser, mon enfant et moi. En regardant en arrière dans le temps, la moi d'il y a des années n'était qu'une femme insensée, cachant mon intelligence et mon statut juste pour un petit désir d'amour simple. Je pensais naïvement que si je me rapetissais, que je reculais pour être une bonne épouse et que je traçais le chemin avec les opportunités les plus brillantes pour que cet homme brille, il passerait sa vie entière à me protéger. J'ai naïvement cru en l'enveloppe glamour de l'amour, craignant la solitude, craignant de faire face au titre de femme réussie mais solitaire, seulement pour que ce sacrifice aveugle me transforme en parasite aux yeux de ma belle famille. Privé de ma voix et humilié juste au-dessus de la fortune que j'avais créée. Et le plus douloureux a été d'être abandonné sur la fragile frontière entre la vie et la mort sur la table d'opération. Mais vous savez quoi? Cette nuit cruelle et solitaire de chirurgie d'urgence a été la forte pluie qui a lavé toute l'innocence naïve et stupide en moi, forgeant la victoire du bois avec l'esprit d'une guerrière d'acier aujourd'hui. Des larmes salées mêlées de sueur et de sang dans la salle de réveil, des points de suture déchirés chaque fois que j'essayais de tenir mon enfant. J'ai ramassé chaque brique brisée de ma vie moi-même. Je l'ai mélangée à une détermination ultime pour reconstruire un nouveau royaume impénétrable pour ma fille et moi. Le voyage de transformation d'une femme soumise sortant de la porte avec le cœur brisé à une PDG froide utilisant une seule signature pour juger le destin des traîtres n'était pas un miracle tombant du ciel. C'est la preuve d'une vérité dure mais profondément humaine de survie que je veux envoyer à quiconque écoute cette histoire. Nous les femmes, naissons avec des cœurs doux portant l'instinct maternel. Une épouse est toujours prête à donner son cœur et son âme pour prendre soin de son foyer. Nous commettons souvent une erreur fatale en plaçant toute notre vie, notre joie et notre sécurité entre les mains d'un homme. Nous sommes facilement bercés par les mots « reste à la maison ». Je m'occuperai du monde. Mais la vraie vie n'est pas un conte de fées. Le mariage est comme un voyage en train. Les gens peuvent acheter un billet, voyager avec vous le long d'un beau chemin fleuri, mais ils peuvent aussi accidentellement ou intentionnellement descendre à mi-chemin lorsque le train entre dans une tempête. Quand ils partent, si vous ne savez pas prendre le volant vous-même, votre train s'écrasera sûrement dans l'abîme. La leçon fondamentale que j'ai tirée de ma propre situation difficile est la valeur de l'indépendance. L'arme la plus tranchante d'une femme ne réside pas dans des larmes faibles pour implorer la pitié. Elle ne réside pas dans une beauté arrogante qui s'estompe facilement avec les années, mais elle réside dans l'intelligence et l'indépendance financière. Ne vous illusionnez jamais en pensant que si vous vous faites petite, un homme vous trouvera adorable et aura besoin de protection. S'ils vous aiment vraiment, ils seront fiers de vous voir briller, pas de vous piétiner pour élever leurs propres égos pathétiques. L'argent n'achète pas le vrai bonheur. Il n'achète pas un cœur loyal, mais l'argent gagné par votre propre sueur, vos larmes et votre intelligence vous achètera la dignité. C'est un bouclier d'acier invisible mais incroyablement solide. Quand vous avez de l'argent et du cran, si quelqu'un vous poignarde, vous ne vous effondrerez pas en le suppliant de ne pas partir. Vous pouvez appeler une ambulance vous-même, payer les frais d'hôpital vous-même au meilleur hôpital pour soigner la blessure. Puis relevez la tête, sortez avec assurance, nettoyant les ordures qui ont souillé votre vie. Quand vous détenez le pouvoir, aucune force, qu'il s'agisse de beaux-parents sexistes rétrogrades ou d'un homme terrible, ne peut utiliser les finances pour vous forcer à abandonner votre propre chair et votre sang ou vous forcer à vivre caché dans le mépris,
face à la trahison et au mal. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous n'avons pas besoin de sauter dans la fosse aux lions pour lutter avec ceux dont la conscience est déjà souillée. N'utilisez pas votre cœur cicatrisé pour semer la haine dans les yeux clairs des enfants. Je n'ai jamais appris à ma fille à haïr le père qui l'a abandonnée parce que je ne veux pas que son âme soit empoisonnée par les ressentiments des adultes. J'apprends seulement à mon enfant à s'aimer elle-même, à être indépendante et à distinguer le bien du mal. Les liens du sang sont décidés par le ciel, mais une vraie famille ne se construit qu'à partir d'un amour inconditionnel et de sacrifice. Lorsque vous élevez un enfant avec une âme gentille et indulgente et avec l'image d'une mère résiliente, l'enfant saura naturellement choisir le côté de la lumière, sachant chérir les vraies valeurs de la vie. Quant aux personnes qui ont commis les crimes, croyez simplement au karma. Le karma dans cette vie est très juste. Il peut arriver tard, nous faisant croire à tort que le mal est en train de triompher. Mais une fois que vous semez les graines de l'égoïsme, de l'avidité et de la cruauté, vous récolterez certainement des fruits amers et humiliants. Notre travail n'est pas d'épuiser notre esprit à jouer les juges pour les punir. Notre travail est de récupérer la gentillesse que nous avons placée au mauvais endroit, de sortir de la boue et d'utiliser toute notre énergie vitale pour forger la version la plus brillante de nous-mêmes. La manière la plus élégante, la plus chic et la plus impitoyable de se venger de ceux qui vous ont tourné le dos et de vivre une vie incroyablement réussie, heureuse et brillante. Si brillante qu'ils n'auront plus jamais le droit ou la stature d'entrer dans votre monde. Peut-être qu'en ce moment, derrière cet écran, il y a une femme assise dans le noir, regardant cette vidéo. Les larmes coulent sur son visage parce qu'elle vient de vivre la trahison ultime. Quelqu'un se sent étouffé dans un mariage froid, étant maltraité mentalement, méprisé juste parce qu'elle ne gagne pas d'argent, ou se bat, tenant son enfant, perdu à un carrefour, ne sachant pas où mènera demain. Si vous êtes au fond du désespoir, s'il vous plaît, n'abandonnez pas encore. Écoutez le battement de votre cœur. Il bat toujours, ce qui signifie que vous avez encore une chance de recommencer. Permettez-vous de pleurer à chaudes larmes ce soir. Laissez les larmes laver toutes les frustrations et les chagrins. Mais demain matin, quand le soleil se lèvera, s'il vous plaît, allez dans la salle de bain, lavez-vous soigneusement le visage, mettez votre rouge à lèvres rouge le plus éclatant, regardez-vous droit dans le miroir et dites-vous que vous méritez d'être heureuse. Prenez votre sac, sortez et commencez à gagner de l'argent. Commencez à apprendre. Commencez à reconstruire à partir des plus petites briques. Même si le ciel tombe aujourd'hui, demain le soleil se lèvera toujours exactement là où vous vous tenez. Tant que vous ne vous laissez pas effondrer. Mes chers amis, cette vie est une série de voyages pleins de surprises. Nous ne pouvons pas choisir qui nous blessera, mais nous avons absolument le droit de choisir comment nous nous levons et guérissons.